Ce monde abrite des choses vraiment étranges et dangereuses. Heureusement, les aventuriers utilisent leur bouclier pour protéger tout le monde. Bouclier levé, notre héros se défend courageusement contre l'attaque d'un monstre bizarre. La créature semble surprise que son coup ait été bloqué si facilement, mais le guerrier tient bon, serrant le bouclier de toutes ses forces. Juste à ce moment, l'un de ses compagnons lui crie de se préparer à une attaque. Les mages du groupe s'unissent alors pour lancer un puissant sort, et sur son simple ordre, ils déchaînent une explosion de feu sur leur ennemi. Une fois la poussière retombée, seule la main du monstre reste au sol. L'archer de l'équipe laisse échapper un soupir de soulagement et demande si tout le monde va bien. Ses compagnons célèbrent leur sécurité et le fait qu'ils aient même gagné un niveau. Le blond remercie alors Marraine, en disant que c'est génial d'avoir un tank dans l'équipe. Mais soudain, l'expression de tout le groupe se transforme en choc lorsqu'ils disent à la nuit d'arrêter. Marraine les ignore simplement, préparant son couteau pour refaire cette chose. Il sort une lame tranchante pour commencer son travail. La première chose qu'il fait est d'enlever tous les poils des membres de l'ORC. Juste après, il assaisonne et cuit la viande pour se débarrasser de l'odeur du poulain. Une fois la coupe prête, il la tranche en plusieurs petits morceaux. En regardant cela, l'archer se plaint qu'il ne s'habituera jamais à une vision aussi dégoûtante. La fille demande pourquoi il en mange, mais le mage souligne qu'il essaie de lui donner bon goût. Pour finir le plat, il ajoute une petite garniture pour une touche spéciale. Et avec une lueur divine, les pâtes à la viande d'ORC sont enfin terminées. Mais sa compagne trouve toujours cela dégoûtant, peu importe l'apparence de l'assiette. Ne tenant pas compte de son opinion, le protagoniste mange paisiblement son repas. En le voyant, son ami demande si la nourriture de monstre est réellement savoureuse. Il en offre ensuite à la fille, qui recule instantanément avec un air de dégoût. Le chevalier pense que c'est délicieux, et que les gens d'ici ne savent pas ce qu'il manque. Il savoure le goût de la viande juteuse et la texture douce des pâtes crémeuses. Ses amis trouvent bizarre qu'il mange des monstres avec une expression aussi joyeuse, le traitant de bizarre. Sur ce, l'archer change de sujet, demandant s'ils ont entendu les nouvelles concernant le héros disparu. La fille est surprise et demande où ils l'ont trouvé. Il répond que c'était dans la forêt de Turson. Le mage est choqué, étant passé par là l'autre jour, et dit qu'il était un héros prometteur. En entendant la conversation, notre héros arrête de manger, perdu dans ses pensées. Il se demande à quel point le monstre vivant dans cette forêt dangereuse doit être fort. Son ami remarque que Marraine est probablement en train de penser à comment il peut manger ce monstre aussi. Elle l'appelle alors, lui demandant pourquoi il a commencé à manger des monstres en premier lieu. Le chevalier les regarde en silence, comme s'il se souvenait de quelque chose d'important. L'histoire revient alors 3 mois en arrière, dans un petit village du sud. Les gens étaient rassemblés, discutant des chariots arrêtés après qu'un sanglier rouge soit apparu sur la route. L'un des villageois montre un chariot détruit, disant qu'il est impossible de voyager comme ça. Un homme arrive en ville, son chariot complètement cabossé, montrant à quel point la route est devenue dangereuse. À cause de cela, personne ne peut quitter le village, et les habitants sont désemparés. Un vieil homme se lamente qu'il ne pourra pas voir son fils à cause du monstre qui bloque le chemin. Pendant ce temps, 2 marchands s'inquiètent de la date limite de livraison d'un roman qui approche. L'un d'eux devient désespéré. Si la livraison est en retard, ils auront de gros problèmes avec leurs clients. À ce moment-là, un homme crie du haut de son chariot qu'ils ne vont aller nulle part pendant un certain temps. Il dit au protagoniste qu'il s'en fiche et ordonne au chevalier de trouver un autre moyen de transport. Voyant cela, l'un des marchands attire l'attention de son ami sur le guerrier casqué. Il note que le gars a l'air un peu débraillé mais semble incroyablement fort en même temps. L'autre homme a alors une idée brillante et décide d'engager le chevalier comme escorte. Il dit qu'ils rassembleront autant de voyageurs que possible et demanderont au héros d'attendre un moment. Le marchand nommé Maham se présente et demande ensuite le nom de notre protagoniste. Allongé calmement dans le chariot, le jeune homme se présente comme Marraine Glace. L'autre homme pense qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui, soupçonnant qu'il pourrait être un déserteur. Mais Maham s'en fiche tant qu'il peut gérer les monstres sur la route. Le protagoniste reste silencieux, les écoutant parler sans se soucier de ce qu'ils pensent. La scène se coupe ensuite sur une forêt sombre, montrant une paire d'yeux remplis de désespoir. Quelqu'un se demande pourquoi cela est arrivé tout en fixant un bras sectionné au sol. Il découvre ensuite le corps du héros, qui est brutalement abattu dans la forêt. Horrifié par la scène, le jeune homme regarde en arrière avec un visage de panique pure. Il tremble de peur à la vue terrible du héros déchu dans les bois sombres. Soudain, il entend un bruit étrange et voit une créature géante s'approcher des ombres. Les yeux grands ouverts de terreur, il réalise qu'il n'y a nulle part où courir, mais il vole sa détermination, déterminé à sortir vivant de cette forêt. Alors qu'il pense à atteindre un Doroma, une silhouette sombre aux yeux rouges le regarde. De retour dans le présent, Maham réveille Marraine et s'excuse, ne réalisant pas qu'il dormait. Le protagoniste dit que ça va, et le marchand explique qu'ils étaient juste en train de discuter. Ils discutent de leur destination, et Maham demande au chevalier où il se dirige à Adorama. Il répond qu'il va voir sa famille à l'orphelinat de Saint-Réa après une longue absence. Un autre passant musclé demande le niveau du protagoniste, notant qu'il a l'air puissant. L'homme explique que son niveau, vu à travers la fenêtre de l'esprit,
indique sa force. Avec une grande fierté, il montre son propre niveau de 23 et encourage Maren à vérifier le sien. Le chevalier ouvre alors son écran de statut, révélant que son niveau est de 95. Voyant le nombre absurdement élevé, les deux hommes tombent à la renverse, complètement choqués. Soudain, le chariot s'arrête brusquement et le conducteur crie que le monstre est là. Quelque chose d'énorme charge vers eux, soulevant de la poussière et détruisant tout sur son passage. Puis, le redoutable sanglier rouge apparaît devant eux, rayonnant d'une fureur terrifiante. La créature montre ses défenses acérées et ses multiples yeux remplis de haine. L'homme fort crie à tout le monde de se préparer au combat et d'attirer l'attention du monstre. Mais il est trop tard, le protagoniste est déjà face à face avec le sanglier rouge. Maren trouve la bête étrange, mais se dit qu'en fin de compte, ce n'est qu'un sanglier rouge. Il utilise ensuite sa compétence d'évaluation et voit la créature comme niveau 62. Avec cette information, notre héros décide que cet adversaire est parfait pour un petit test. Le chevalier dégaine son épée et s'avance calmement vers la bête. L'homme fort du groupe est surpris de le voir avancer seul contre le monstre. Désespérément, il crie, demandant si le type est devenu fou et veut se faire éliminer, mais Maren ignore l'avertissement, face à face avec le sanglier rouge qui charge. La créature rugit, prête à frapper, mais le protagoniste attend simplement le bon moment. D'un mouvement rapide, le chevalier balance son épée dans un arc ascendant puissant. Le sanglier rouge est instantanément coupé en deux, ses restes sont envoyés voler partout. Le protagoniste atterrit gracieusement alors que les deux moitiés du monstre s'écrasent derrière lui. Il semble un peu confus, même surpris par le résultat de sa propre attaque dévastatrice. Témoignant de cette scène incroyable, tous les autres voyageurs crient d'étonnement. Même Marin est sans voix, se demandant si c'est vraiment lui qui a fait ça. Il n'aurait jamais imaginé qu'un seul coup pourrait causer autant de dégâts malgré la différence de niveau. L'homme musclé l'attrape, criant à quel point c'était incroyable qu'il ait tranché la bête en deux. Il demande ensuite si Maren est un elfe ou un homme bête parce qu'il ne semble pas humain. Tous les autres passagers fixent simplement la nuit dans un silence stupéfait. Le grand type lui tape dans le dos, disant qu'après une démonstration de puissance comme celle-là, il a besoin de manger. Il appelle tout le monde à manger, mais le protagoniste fixe simplement sa propre main pensivement. Plus tard dans la nuit, le groupe installe le campement et se rassemble autour du feu pour manger. Deux hommes discutent de Maren, trouvant étrange qu'il cache toujours son visage et porte un équipement aussi bon marché. L'un d'eux plaisante en disant que sa vieille épée pourrait être un trésor légendaire, et elle lui dit d'aller demander. La fille appelle alors Maren mais réalise qu'il n'est plus à sa place. Elle et un autre compagnon sont confus, car le chevalier était là il y a une seconde. Soudain, ils regardent tous les deux sur le côté et sont totalement choqués par ce qu'ils voient. Maren traînait la carcasse géante du sanglier rouge vers le campement. La fille lui crie dessus, exigeant de savoir pourquoi il l'a amené, et il répond qu'il voulait de la viande. Furieuse, elle ordonne au chevalier de ramener cette créature dégoûtante là où il l'a trouvée. Un peu plus tard, tout le monde mange une simple soupe qu'ils ont préparée sur le feu. Un homme chauve se plaint d'avoir perdu l'appétit et dit de ne jamais apporter de monstre à la table. Le protagoniste se sent un peu mal à l'aise face à leur réaction, l'air légèrement abattu. Néanmoins, il porte la cuillère à son casque pour goûter la soupe qu'ils ont préparée. Mais en la goûtant, il a une étrange réaction, comme s'il s'étouffait avec. Un autre aventurier remarque que la soupe est délicieuse, mais Maren semble détester la saveur. Une femme blonde la gronde alors, disant que c'est un bon repas pour les gens sur la route. Voyant la réaction du chevalier, elle demande s'il voulait vraiment manger cette chose d'avant. La femme ajoute qu'en plus d'être dégoûtant, le monstre aurait pu être empoisonné. Elle explique que la règle est de ne prendre que ce qui est nécessaire d'un monstre et de brûler le reste immédiatement. L'archer dit qu'il se dirige aussi vers un durama, donc il devrait manger même s'il n'aime pas ça. Les hommes crient à l'aide car ils sont complètement incapables de faire brûler la carcasse de la bête. Même avec une torche, le corps du monstre refuse simplement de prendre feu. À cela, l'archer s'approche et leur dit de s'écarter car elle va s'en occuper elle-même. Le protagoniste est confus, se demandant pourquoi ils ont appelé un archer pour allumer un feu. Mais soudain, la fille invoque une boule de feu dans sa main en utilisant la magie élémentaire. Elle lance ensuite un sort sur la carcasse du sanglier rouge, qui s'enflamme instantanément. Voyant cela, notre héros est très surpris, ne s'attendant pas à une telle capacité. Un compagnon commente à quel point la magie est utile, et la femme convient qu'elle est facile à apprendre. La fille fixe sa main, admirant la puissance de sa magie du feu. Maren s'approche alors et demande si elle vient de la tour de la magie, ce qui la déconcerte. Il explique que la plupart des mages viennent de là, mais elle répond avec irritation qu'elle est archère. La jeune femme dit que même les non-mages peuvent le faire, mais cela prend environ 3 ans pour apprendre. Le chevalier remarque que la magie de base est normale pour les aventuriers et demande de quelle époque elle vient. Elle l'attrape par l'épaule et pointe vers l'horizon, montrant quelque chose à notre héros. Au sommet d'une colline, la femme souligne les lumières d'une ville scintillant dans la nuit. Le protagoniste est stupéfait par la vue, n'ayant jamais rien vu de tel auparavant. Il réalise que ce sont des pierres magiques utilisées comme lampadaires et est très impressionné. La fille explique que c'est rare à la campagne mais assez courant en ville. Elle ajoute que de nos jours, même les jouets pour enfants sont alimentés par la magie.
Mérite observe la ville de loin, pensant à combien de temps a passé car ce n'était pas comme ça de son temps. Près du feu, l'un des hommes capte l'odeur de la viande rôtie et souhaite que ce soit du porc. Son ami plaisante en disant que ce serait parfait avec une bière fraîche après une dure journée de travail. Pendant ce temps, le protagoniste regarde silencieusement la carcasse du monstre brûlé dans le feu. Le lendemain, ils atteignent enfin un Diorama et remercient Maren pour son aide précieuse. Le marchand serre la main du chevalier, exprimant sa profonde gratitude pour la protection. Mais notre héros les remercie simplement pour tout avec une expression sombre et calme. En regardant le chevalier partir, les marchands se demandent s'il n'a vraiment rien mangé pendant le voyage. L'un d'eux se souvient que le jeune homme a vomi tout ce qu'il a mangé et a fini par ne boire que de l'eau. Ils craignent que ce ne soit une maladie, c'est pourquoi il ne retire jamais son casque. Mame offre alors un sac de pièces en signe de gratitude, mais Maren dit que cela ne faisait pas partie de l'accord. L'homme insiste sur le fait que c'est le moins qu'il puisse faire et lui fait ses adieux, laissant le paiement au protagoniste. En ouvrant le sac en tissu, notre héros découvre qu'il est en fait plein de pommes de terre. Il se tient silencieusement à regarder le cadeau inattendu, apparaissant quelque peu ému. Ensuite, le chevalier laisse les pommes de terre à un homme endormi à proximité et continue son chemin. Il réfléchit à ce qui s'est passé, mais il est enfin de retour dans sa ville natale. En marchant à travers la ville, il remarque que le paysage urbain semble très différent de ses souvenirs. Il repère ensuite une boulangerie animée et reconnaît l'endroit. De là, le protagoniste sait que sa destination est juste au coin de la rue, l'endroit qu'il considère comme sa maison bien-aimée et véritable depuis son enfance. Enfin, il arrive à sa destination, l'orphelinat Riaz, où il a grandi avec sa famille. Mais en atteignant l'endroit, il trouve à la place un magasin de jouets et est complètement déconcerté. Il se demande s'il a mal tourné mais est certain que l'orphelinat était juste ici. Soudain, un homme sort du magasin et demande si le chevalier a besoin d'aide. Le protagoniste explique que c'était l'emplacement de l'orphelinat Sainte-Reya et demande ce qu'il est devenu. Le propriétaire répond qu'il est le deuxième gérant et qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel endroit. Maren insiste sur le fait que l'orphelinat était ici, mais l'homme dit qu'il ne le connaît vraiment pas. Soudain, un vieil homme assis à proximité interpelle le héros et pose des questions sur l'endroit. L'homme explique qu'il ne l'a jamais vu, mais qu'il a entendu dire qu'il existait il y a très longtemps. Le chevalier demande ce qu'il veut dire, et l'aîné dit qu'il se souvient d'une rumeur. Il révèle alors que l'orphelinat a brûlé, laissant le protagoniste stupéfait par la nouvelle. Il s'avère que tout a été détruit lors d'une terrible et violente attaque de dragons. La scène se déplace vers le souvenir d'une vie morne, dépourvue de rêves ou de moments heureux. Au milieu du vide, la seule chose dont il se souvenait était la chaleur d'une table à manger, une chaleur qui venait de sa famille, qui avait tragiquement disparu bien avant lui. Et ainsi, d'une manière profondément tragique, sa première courte vie a pris fin. Il se réveille à la vue d'un mobile de poissons, se demandant pourquoi le plafond est si lumineux. Soudain, deux enfants se penchent vers lui et crient avec excitation que le bébé est enfin réveillé. L'un d'eux court appeler sa sœur, tandis que l'autre reste à sourire au nouveau-né. Il se demande ce qui se passe, car son dernier souvenir est celui d'un accident mortel. Soudain, quelqu'un s'approche et dit au garçon de ne pas crier et d'effrayer le bébé. Une personne le prend alors doucement et le soulève dans les airs. Une religieuse souriante l'accueille à bras ouverts, lui demandant s'il a bien dormi. Elle lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, le bébé fait partie de la famille de l'orphelinat. C'était son premier souvenir dans ce nouveau monde, la chaleur d'une famille qu'il n'avait plus. Dans un autre souvenir, nous voyons un sac de pièces de monnaie donné comme don à l'orphelinat. Maintenant adulte, le protagoniste remet l'argent, mais la religieuse dit que ce n'est pas nécessaire. Elle s'inquiète, notant qu'il vient de rentrer et qu'il repart déjà, se poussant trop fort. Notre héros sourit et la rassure en lui disant que c'est un travail facile, juste éliminer une horde de gobelins. La femme semble plus calme, mais paraît toujours un peu inquiète pour sa mission. Avant de partir, elle demande au chevalier de faire une promesse très importante. Elle lui demande de rentrer à la maison avant qu'il ne soit trop tard, promettant de faire sa tarte préférée. Avec un signe de pouce levé, le jeune homme jure qu'il rentrera chez lui en toute sécurité. De retour dans le présent, une religieuse le conduit à un arbre et lui demande si c'est ce qu'il cherchait. Elle explique qu'il n'y a eu aucun survivant de l'attaque du dragon, alors le temple a repris le site. La femme s'enquiert de sa relation avec les défunts, car personne ne visite jamais le mémorial. Sans un mot, le protagoniste s'agenouille devant l'arbre en signe de deuil et de respect. La religieuse comprend et s'excuse, s'éloignant pour lui laisser un peu d'intimité. Le chevalier se souvient de sa promesse, se rappelant comment elle lui avait assuré qu'il serait bientôt de retour. Avec sa main sur la plaque, il se lamente de la façon dont elle lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Une seule larme s'échappe de son casque alors qu'il pense à ce qui aurait pu être. Il se demande si les choses se seraient passées différemment s'il avait été là pour combattre le dragon. Le cœur brisé, il s'agenouille sous la pluie battante, serrant contre lui la plaque commémorative. Mais il sait que c'est une question pour laquelle il n'aura jamais de réponse. Maintenant, tout ce qui reste de son ancienne famille, c'est cet arbre et la plaque commémorative. Deux religieuses l'observent avec inquiétude. Il est là depuis plusieurs jours sans bouger.
Elles ne peuvent qu'imaginer la douleur du chevalier et sa profonde perte. Le protagoniste reste immobile au même endroit, sans bouger d'un pouce. Prenant pitié de lui, l'une des religieuses laisse un morceau de pain à proximité pour qu'il puisse manger. Après avoir laissé la nourriture, elle se retourne et s'éloigne silencieusement. Voyant le pain sur le sol, notre héros finit par bouger, le ramassant avec sa main. Il approche ensuite la nourriture de son casque, essayant de manger quelque chose. Mais lorsqu'il goûte le pain, une horrible saveur lui emplit la bouche et il le trouve absolument dégoûtant. Le chevalier se souvient de sa malédiction qui dit qu'il ne peut rien manger car tout a un goût affreux pour lui. Il se demande pourquoi il est le seul à ressentir cela, car tout le monde mange normalement. Désolé, le jeune homme pense qu'il ne peut même pas satisfaire sa propre faim élémentaire. Il a de nouveau perdu sa famille et a l'impression qu'il n'y a plus aucun intérêt à vivre, mais soudain, un arôme puissant et unique attire son attention. Ce n'était pas de la viande. C'était quelque chose de bien plus riche et plus savoureux que n'importe quel aliment qu'il connaissait. À l'odeur, la bouche du protagoniste commence à saliver de façon incontrôlable. Il se lève et quitte le cimetière, suivant le délicieux arôme. Guidé par l'odeur, il marche dans les rues de la ville avec un regard déterminé sur son visage. L'odeur le conduit dans une ruelle sombre et étroite entre les maisons du quartier. Jetant un coup d'œil autour d'un coin, il entend des gens parler de brûler des corps de monstres au risque d'une amende. L'un d'eux se plaint que ce sera un problème si quelqu'un le mange en pensant que c'est de la viande ordinaire, mais l'autre rétorque que ce n'est pas toxique, et s'il est si inquiet, il devrait simplement le jeter. On les voit brûler un chariot rempli de corps de petits monstres. En regardant la chair de monstres rôtis, le protagoniste la trouve incroyablement appétissante. Soudain, il s'enfuit, et la femme se demande s'ils en ont déjà brûlé autant. Il retourne ensuite à l'arbre du cimetière, avec un air de tristesse et de découragement. Assis sur le sol, le chevalier sort son couteau aiguisé pour commencer son travail. Avec la viande de monstre à la main, il l'examine un instant avant d'en prendre une bouchée. Puis, sans hésitation, le jeune homme enfonce ses dents dans le morceau de viande rôtie. En goûtant la nourriture, il est complètement époustouflé par une explosion de saveur. Un sourire s'étendant sur son visage, le héros dit finalement que c'est absolument délicieux. Le goût est meilleur que tout ce qu'il a jamais connu de toute sa vie. La viande a une saveur savoureuse et légèrement carbonisée qui convient parfaitement à son palais. Il sent les jus éclater entre ses dents à chaque bouchée. Cela fait honte à tous les autres repas qu'il ne pouvait même pas avaler auparavant. C'est un goût qui réveille ses instincts primaires lorsqu'il descend dans sa gorge. Soudain, une étrange marque apparaît sur sa main pendant qu'il mange la viande. Tout à coup, une douleur aiguë traverse sa main et la marque commence à briller. Sur ce, le protagoniste s'effondre au sol, se tordant d'agonie, ne comprenant pas ce qui se passe. Des larmes coulent de son casque alors qu'il sanglote avec un mélange de douleur et de chagrin. Il s'excuse ensuite auprès de sa famille d'être le seul à avoir survécu. Mais même accablé par la culpabilité, le jeune homme décide qu'il veut toujours vivre. Il serre le poing et déclare son désir de vivre comme un humain et de manger des choses délicieuses. Le chevalier veut être heureux, mais il se demande s'il mérite vraiment un tel souhait. La lumière du soleil perce alors les nuages, illuminant le cimetière et apportant un sentiment d'espoir. À ce moment, une seule feuille verte tombe et se pose doucement sur son casque. Une main brillante apparaît et touche sa blessure, comme pour apaiser sa douleur. Le héros est surpris par le contact soudain et mystérieux qu'il ressent sur sa main. Puis, la main disparaît, laissant une feuille verte là où se trouvait la marque. Assis devant l'arbre, le chevalier semble avoir trouvé un peu de paix. Il lève les yeux vers l'avenir avec une détermination nouvelle dans le regard. Avec la bouche encore barbouillée de nourriture, il semble avoir enfin embrassé sa nouvelle voie. Le jeune homme ramasse ensuite son bouclier et son sac, se préparant à enfin partir. Il fait ses adieux à l'arbre, disant qu'il est maintenant temps pour lui de passer à autre chose. Le protagoniste jure que cette fois, il ne sera pas en retard pour rentrer chez lui. Il met le pied sur la rue pavée de la ville, faisant le premier pas de son voyage, et ainsi commence la vie secrète de gourmet de notre héros mangeur de monstres. Au cœur d'Adorama se dresse une tour imposante, la guilde des aventuriers d'Exalim. Tous les aventuriers commencent leur voyage dans cette institution renommée. La guilde gère une variété de demandes, de l'exploration de donjons à la défaite de monstres. Il gère également tous les aventuriers enregistrés, mais tout le monde ne peut pas adhérer. Pour s'inscrire, il faut réussir un test de force contre un golem d'entraînement. De nombreux aventuriers tentent le défi, mais tous ne réussissent pas. Un elfe à capuche s'avance ensuite, se préparant à affronter le test de force à son tour. Le golem prend sa position, la cible sur sa poitrine prête pour la frappe du nouveau challenger. Le jeune elfe se concentre, armant un coup de poing de toutes ses forces. On voit son expression concentrée et les oreilles pointues qui dépassent dessous sa capuche verte. Il atteint un score de 5312, battant le record de la journée. L'elfe célèbre sa victoire, ayant impressionné tout le monde avec sa puissance surprenante. Les gens dans la foule commentent qu'il a pris la première place, dépassant même un guerrier massif. Tout le monde se demande d'où vient un nouveau venu aussi puissant que lui. Un autre aventurier s'approche pour le féliciter, espérant former une équipe. L'elfe est clairement agacé par la franchise de l'homme dans sa proposition. Le protagoniste intervient,
mais l'elfe crie furieusement de ne pas être touché comme ça. Notre héros se gratte la tête et s'excuse, un peu embarrassé par l'agitation. Soudain, un fonctionnaire homme rat apparaît, grondant Marraine de ne pas avoir encore passé le test. L'employé soupire de frustration, mais le chevalier lui assure qu'il peut réussir facilement. L'elfe se tourne vers notre héros avec un sourire amical et une expression gentille. Il conseille ensuite au protagoniste de se détendre un peu avant de passer son test. Le jeune homme explique que si le chevalier est tendu, il ne donnera pas le meilleur de lui-même. Avec un signe de pouce levé, il dit que les compatriotes doivent s'entraider et fait ses adieux au héros. Marraine est confus, se demandant ce qu'il voulait dire par ce mot étrange. Une réceptionniste elfe nommée Dahlia salue la nouvelle recrue qui vient de réussir le test. Le jeune homme blond lui fait signe en lui offrant un sourire confiant. Elle le félicite pour son score de première place, mais il le balaie comme rien. La réceptionniste remet ensuite le certificat d'aventure officiel au jeune elfe. Il est choqué de voir qu'il n'est classé que des malgré avoir obtenu le score le plus élevé de la journée. Elle explique que la promotion nécessite des antécédents prouvés, et il semble impatient. Ne perdant pas de temps, l'elfe demande une quête, et la réceptionniste parcourt le tableau. Elle trouve deux options parfaites, une quête de subjugation et une quête de collecte. L'elfe semble un peu frustré par les choix, mais décide de prendre les deux. Cependant, la réceptionniste l'informe que ces quêtes nécessitent un groupe et ne peuvent pas être effectuées seules. Elle explique que le donjon n'a pas été nettoyé depuis longtemps, donc la population de monstres a augmenté. En raison du danger accru, tous les aventuriers de rang D doivent effectuer cette quête en groupe. L'elfe Dahlia regarde autour d'elle avec irritation, ayant maintenant besoin de trouver des coéquipiers. À proximité, un homme costaud laisse échapper un rire bruyant et odieux. Pendant ce temps, un autre aventurier semble complètement ennuyé et n'a rien à faire. Dalio se demande avec qui diable il pourrait faire équipe dans un endroit comme celui-ci. Soudain, quelque chose d'énorme le dépasse et s'écrase contre le comptoir de la guilde. L'elfe blond est stupéfait par l'explosion soudaine et surpris par l'impact. Un grand morceau de bois est envoyé voler et le frappe presque. La réceptionniste crie en demandant si tout le monde va bien et si quelqu'un a été blessé. Dahlia confirme qu'il va bien et demande ce qui s'est passé, mais il ne semble pas bien. Ils aperçoivent ensuite le golem d'entraînement gisant sur le sol au milieu de l'épave du comptoir. L'elfe n'arrive pas à comprendre comment le golem d'une tonne a pu voler comme ça. À travers la poussière qui se dépose, le protagoniste apparaît, encadré par un énorme trou dans le mur. Il montre le golem tombé du doigt, l'air un peu embarrassé par la situation. Le chevalier se vante profondément et s'excuse abondamment pour les dommages qu'il a causés. La réceptionniste l'assure que tout va bien car personne n'a été blessé et qu'il n'a pas triché. Un homme remarque qu'il n'a jamais rien vu de tel en toutes ses années de travail ici. Notre héros propose de payer les dommages, et la réceptionniste commence à calculer le coût. Elle énumère les réparations du mur, les meubles cassés, le prix du golem et les pertes d'activité. Avec un sourire, elle présente la facture, 2 pièces d'or et 30 d'argent. Le protagoniste vérifie alors sa bourse pour constater qu'elle est complètement vide. Il s'enquiert du délai de paiement, et elle répond qu'il peut payer à sa convenance. Mais avec un sourire sombre, elle l'avertit que la guilde intentera une action en justice s'il tarde trop. Maintenant aventurier officiel, il doit travailler pour rembourser sa dette massive. L'elfe s'approche et propose de former une équipe, ce qui surprend notre protagoniste. Avec un clin d'œil, il dit que les compatriotes devraient s'entraider dans les moments difficiles comme ceux-ci. Le chevalier est confus, se demandant pourquoi l'elfe veut soudainement faire équipe avec lui. En utilisant sa compétence d'évaluation, il voit que Dahlia est une archère elfe de niveau 36. L'archère blonde explique qu'il se dirige au même endroit, mais Marraine se méfie toujours de sa gentillesse. La réceptionniste note que leur combinaison de classe est parfaite pour la mission. En tant que guerrier et archer, l'employé de la guilde pense que le duo est idéal pour le travail. Notre héros s'inquiète de cette équipe formée à la hâte, mais l'elfe souligne qu'ils ne se sont même pas présentés. L'elfe tend alors la main au chevalier, disant que c'est un plaisir de le rencontrer. Le protagoniste n'est pas ravi, mais il sait qu'il doit rembourser sa dette le plus tôt possible. Voyant le sourire expectant de la réceptionniste, il sent la pression et sait qu'il doit accepter. Alors, Marraine lui serre la main et se présente à son nouveau coéquipier. Dahlia sourit, disant qu'ils devraient tout donner lors de leur première mission ensemble. Notre héros voulait éviter les groupes, mais il admet que l'elfe semble assez compétent. La réceptionniste annonce alors que l'équipe a été enregistrée avec succès auprès de la guilde. Mais soudain, l'elfe retire sa main comme s'il avait été choqué. Le protagoniste demande ce qui ne va pas, et l'archer blond demande s'il est vraiment humain. Avec de grands yeux surpris, Dolly répète la question, l'air terrifié. La scène se déplace ensuite vers une forêt où Marraine étudie attentivement une carte. Ils arrivent enfin à l'entrée du donjon Gargoyle pour commencer leur mission. Dahlia se plaint que son compagnon se contente de se tenir là, devant l'entrée du donjon. Il marmonne qu'il déteste faire équipe avec des humains, les qualifiant d'espèces vulgaires. Le protagoniste réfléchit que les elfes sont grands, beaux et vivent aussi très longtemps. Il sait qu'ils ont été autrefois réduits en esclavage, ce qui leur donne une histoire compliquée avec les humains. Mais il se souvient que la réceptionniste de la guilde ne l'avait pas traité de cette façon. Une aura sombre émane du donjon,
mais le chevalier ne semble absolument pas déconcerté. Les deux entrent ensuite dans la structure, qui ressemble à un château hanté rempli de gargouilles. Notre héros remarque qu'on a l'impression d'être dans un autre monde à l'intérieur du donjon. Soudain, il aperçoit plusieurs monstres volants et se demande s'ils sont les cibles de la mission. Les gremlins sont de niveau 18 et évoluent en gargouilles à mesure qu'ils mûrissent. Dahlia dit à l'humain de s'écarter de son chemin et de ne pas interférer avec la mission. Le protagoniste se retourne et commence à s'éloigner, ce qui semble dérouter l'elfe. L'archer blond crie au chevalier de ne pas l'ignorer, et notre héros offre une justification. Il traite Maren d'impoli, mais le protagoniste répond qu'il a plus de 100 ans. L'elfe est choqué et s'envoie par la révélation de son nouveau compagnon. Notre héros suggère qu'ils restent à l'écart l'un de l'autre et qu'ils se concentrent sur leurs propres tâches. Il continue ensuite de marcher, mais l'archer blond lui dit de se préparer d'abord. Le chevalier explique que la préparation n'est pas nécessaire, car les gremlins sont de bas niveau. Dahlia est décontenancée, se demandant si l'humain a vu ses statistiques et est en fait plus fort que lui. Furieux, l'elfe pointe un doigt accusateur, affirmant que le protagoniste a espionné ses informations. Un gremlin passe en volant, la bouche pleine de dents acérées avec une langue énorme qui pend. Dahlia continue de crier que voler des informations sans permission est une violation de l'étiquette. Il traite le chevalier de sans-vergogne, son visage déformé par une rage pure. Soudain, un des monstres plonge vers lui, attaquant avec sa bouche géante. Maren l'avertit de baisser la voix car c'est un donjon de base calme. D'un seul coup rapide, le protagoniste abat plusieurs gremlins à la fois. L'elfe est éclaboussé par les fluides de la créature et est agacé par les actions de son compagnon. Le chevalier avoue alors qu'il a vu ces informations lorsqu'ils se sont serrés la main plus tôt. L'archer blond est choqué par l'audace de l'humain, et notre héros propose un marché. Il dit que si Dahlia le méprise tant, il devrait simplement terminer la quête et se séparer. L'elfe est irrité par la suggestion et dit au chevalier de ne pas le retenir dans le combat. Il dit à l'humain de faire son travail, disant qu'il s'occupera des gargouilles tout seul. De loin, une gargouille observe le duo, et le protagoniste dit à l'elfe de faire ce qu'il souhaite. En un clin d'œil, Maren bat plusieurs gremlins et commence à collecter leurs yeux. En quelques secondes, il en avait déjà abattu 49 et avait presque terminé. Le chevalier pense que 50 yeux devraient suffire à terminer sa partie de la mission. Il jette ensuite un coup d'œil et voit Dahlia affronter une gargouille de niveau 21. La gargouille est la forme évoluée d'un gremlin, son corps entier étant dur comme de la pierre. L'elfe apparaît fatigué et essoufflé alors qu'il se prépare à combattre les monstres. Il charge alors vers la bête arc à la main, prêt à attaquer la gargouille. Le protagoniste regarde Dahlia se battre, pensant qu'il ne périra probablement pas. Sur ce, il décide de préparer un repas pendant que son compagnon se bat seul. Il se demande comment cuisiner de la viande de gremlin, mais a rapidement une idée. Le monstre ressemble à une grenouille, il décide donc de le préparer de la même manière. Il ne prend que les parties qui semblent comestibles, mais note qu'il n'y a pas beaucoup de viande. Comme il n'y a pas beaucoup de matières premières, il décide de faire de petites brochettes. Pour ajouter de la variété, il décide également de cultiver les entrailles de la créature. Les brochettes de gremlin sont ensuite placées sur un feu de fortune pour rôtir. Et juste comme ça, le plat spécial de notre héros est enfin prêt à être mangé. Il pense que ce n'est pas trop mal pour une première tentative et se prépare à le goûter. Le chevalier prend alors une grande bouchée de la brochette de gremlin fraîchement cuite. Il mange avec enthousiasme, appréciant clairement la saveur de la viande de monstre. Avec un sourire, il déclare que la nourriture est délicieuse et que les monstres sont effectivement savoureux. La saveur ressemble plus à du canard qu'à du poulet, avec un coup de pied légèrement épicé. Notre héros pense que ce serait encore mieux avec une sauce. Il continue de manger sa brochette paisiblement au milieu du donjon sombre. Soudain, une notification l'avertit qu'il a été empoisonné et que la nuit s'effondre. Il se demande ce qui se passe et réalise qu'il ne peut plus bouger son corps. Le protagoniste comprend que le goût épicé qu'il avait apprécié était en fait du poison. Il panique en réalisant qu'il n'a pas d'antidote pour se guérir. Désespéré, le protagoniste réclame un antidote, mais alors quelque chose se déclenche. Il réalise que les corps des gremlins doivent contenir un neutralisateur naturel pour le poison. Sur ce, le chevalier arrache le foie d'un des monstres pour le manger comme remède. C'est un pari risqué, mais il mange l'organe cru, espérant survivre. Un message confirme alors que le poison a été neutralisé avec succès dans son système. Soulagé, le héros célèbre sa survie, respire profondément et se sent beaucoup mieux. Il se gratte la tête, pensant qu'il a failli être terrassé par sa propre faim. Alors c'est pour ça que les gens ne mangent pas de monstres. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont dégoûtants. Soudain, Dali apparaît et est surpris par la scène bizarre qui se déroule sous ses yeux. Il crie, demandant ce que diable fait le chevalier, le visage paniqué. L'elfe le trouve assis par terre, entouré de morceaux de monstres et de marmites. Il traite les humains de barbares, mais dit qu'il n'imaginait pas que ce serait à ce point. Le protagoniste le coupe, disant qu'il sait que les elfes sont végétariens. Il ajoute que cela ne lui donne pas le droit d'insulter les mangeurs de viande, mais l'elfe craque. Dahlia s'exclame qu'il est en plein cauchemar et qu'il veut rentrer chez lui immédiatement. Il exige de savoir pourquoi Maren est toujours là alors qu'il a déjà terminé sa part de la quête.
Le chevalier explique que puisqu'ils ont accepté la quête à deux, ils sont tous les deux responsables. Il lui rappelle également que la réceptionniste de la guilde pourrait avoir des ennuis si quelque chose tournait mal. L'elfe reste bouche bée et confuse, sachant que l'humain a tout à fait raison. Notre héros propose alors d'aider à chasser les gargouilles pour qu'ils puissent finir rapidement. L'elfe insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de l'aide d'un humain, mais le chevalier l'ignore. Dahlia est confus par la casserole dans la main de Marraine, se demandant ce qu'il prévoit de faire. Le héros explique qu'il était autrefois porteur de bouclier et se prépare à se battre. Il utilise sa capacité de provocation, attirant l'attention de tous les monstres à proximité. Des gremlins affluent vers lui, leurs yeux brillants de rage et de fureur. Même les gargouilles éloignées sont attirées par le défi du chevalier. Dahlia est abasourdi, se demandant ce qu'une casserole a à voir avec le fait d'être porteur de bouclier. Il panique en voyant le nombre impressionnant de monstres qui se dirigent vers eux. Tant est la compétence la plus emblématique pour les porteurs de boucliers utilisés pour protéger leurs alliés. Normalement, la compétence est utilisée pour attirer les ennemis près, permettant au groupe de se défendre. L'elfe traite le protagoniste de fou pour avoir attiré toutes les créatures du donjon. Le chevalier explique que la capacité est également efficace pour attirer les monstres volants. Mais soudain, il se rend compte que la compétence semble plus puissante qu'avant. Il jette la casserole de côté, décidant que ce n'est pas son problème pour l'instant, et se ressaisit. Utilisant ses compétences d'escrime et d'arts martiaux, il augmente ses dégâts et son agilité. Le héros prend position, prêt à affronter la horde de monstres qui approche. Dahlia se plaint du désordre et décide de garder ses distances pour fournir un soutien, mais il est soudainement émerveillé par ce qui se passe ensuite. En un éclair, Marraine bat chaque monstre avec une vitesse à couper le souffle. La mâchoire de l'elfe se décroche, et il murmure que c'est forcément une blague. Il pense à la façon dont il s'est battu pour chasser 5 gargouilles, et maintenant Marraine les a complètement anéantis. Une aura bleue entoure le protagoniste, et Dahlia se demande qui est réellement cet homme. Alors qu'il quitte le donjon, l'elfe demande au chevalier d'attendre un instant pour qu'il puisse parler. Il demande si Marraine est d'accord pour partager la récompense, même s'il a fait tout le travail. Le protagoniste dit qu'il n'est pas nécessaire de changer ça, lui rappelant qu'il voulait finir rapidement. Sur ce, Dahlia le remercie pour son aide, toujours un peu penaud de la situation. Il se détourne, embarrassé, incapable de croire à la générosité de son compagnon. Soudain, l'elfe entend un bruit étrange et fait signe au chevalier de s'arrêter et d'écouter. Notre héros est surpris, admettant qu'il ne savait pas que les oreilles des elfes pouvaient bouger comme ça. Dahlia est choquée par la remarque et se retourne pour gronder le protagoniste. Mais le chevalier l'ignore et continue de marcher, ce qui irrite encore plus l'elfe. Du haut d'une falaise, Dahlia aperçoit une charrette avec 2 hommes et un autre elfe. L'un des hommes crie sur le conducteur parce qu'il n'a pas évité un cerf, ce qui a retardé leur voyage. Il frappe ensuite l'elfe au visage, le traitant d'esclave inutile et lent. Le jeune elfe se recroqueville de peur, s'excusant et le suppliant d'arrêter. Dahlia est furieux, faisant remarquer que c'est exactement pourquoi il méprise tous les humains. Il crie que les humains prêchent la fin de l'esclavage tout en faisant le trafic d'autres races en secret. Avec son arc tendu, l'elfe dit à Marraine de dégainer son arme pour se venger. Mais le chevalier demande pourquoi il devrait faire ça, laissant l'elfe complètement stupéfait. Il explique qu'ils ne peuvent pas savoir si l'elfe est un esclave illégal juste en le regardant. Dahlia affirme qu'il les a entendus mentionner le marché noir, mais le chevalier suggère simplement de les dénoncer. Déçu, l'elfe dit qu'il pensait que cet humain était différent, mais il est comme les autres. Il décide alors de s'en occuper lui-même et tend son arc pour attaquer les hommes. Soudain, le protagoniste sent une odeur étrange provenant de la charrette des trafiquants. Il se rend compte que l'odeur provient du véhicule transportant les elfes réduits en esclavage. À l'intérieur de la charrette, une mère elfe serre sa fille terrifiée, essayant de la réconforter. Voyant l'enfant en danger, le chevalier semble changer d'avis sur son implication. Dahlia se demande s'il peut gérer ça seul, mais il rassemble rapidement son courage. Il se dit qu'il s'est entraîné pour des moments comme celui-ci et qu'il doit se battre pour son peuple en souffrance. L'elfe tire une flèche vers la charrette pour arrêter les trafiquants. La flèche explose juste à côté du véhicule, créant un nuage de poussière et de fumée. L'archer blond est confus par l'issue inattendue de son attaque. L'explosion fait tomber les 2 hommes au sol, les laissant perplexes quant à ce qui s'est passé. Au milieu de la poussière, il se demande ce que c'était et ce qu'il faut faire ensuite. Soudain, une épée vole dans les airs et s'incruste dans la roue de la charrette, l'immobilisant. Dahlia est surpris et se demande ce que c'était et pourquoi Marraine a décidé d'aider. Le protagoniste a un flashback de la nonne le tenant dans ses bras quand il était bébé. Il déclare qu'il se fiche des affaires des adultes, mais que l'enfant est innocent. L'un des trafiquants est choqué par l'épée volante et dit à l'autre de lever les yeux. Du haut de la falaise, les 2 aventuriers regardent les hommes, prêts à se battre. Surpris, l'un des trafiquants exige de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. L'homme crie qu'ils ne s'en tireront pas en attaquant leur propriété. Furieux, Dahlia déclare qu'il est venu sauver les siens qui étaient réduits en esclavage, mais le trafiquant se moque, affirmant qu'ils sont des marchands agréés et que les elfes sont une propriété légale. L'elfe est choqué d'apprendre qu'il travaille pour la maison du marquis Bechtol.
L'homme montre l'écusson sur la charrette et exige des excuses pour les dommages. Il traite les elfes d'idiots, disant qu'ils ne font que causer des problèmes. Les yeux de Dali s'écarquillent de rage face à l'insulte du trafiquant. Mais le protagoniste souligne calmement que le blason sur la charrette n'est pas le vrai blason de la famille Bechtul. L'elfe se prépare à tirer, mais le chevalier attire son attention sur un détail spécifique. Le trafiquant insiste sur le fait que le symbole du loup est là, mais notre héros le corrige. Il souligne que les yeux du loup sur le blason apparaissent normaux, sans aucun défaut. L'ancêtre de la famille Bechtel n'avait qu'un seul œil, un détail qui se reflète dans le véritable blason. Avec cela, il prouve que le symbole est un faux, puisque le loup représenté a les deux yeux. Les trafiquants sont laissés sans voix, stupéfaits par la révélation du mystérieux chevalier. Le protagoniste ajoute que la punition pour avoir usurpé l'identité d'un noble est la peine capitale. Acculé, le chef des trafiquants ordonne à ses hommes d'attaquer les deux aventuriers. Notre héros songe que les mercenaires avaient l'habitude d'éviter de se battre entre eux par courtoisie professionnelle. Il esquive ensuite une frappe, en remarquant qu'il semble que les temps ont certainement changé. Avec un seul coup de poing puissant dans la poitrine, le chevalier abat facilement le mercenaire. L'homme recrache quelque chose, ses yeux se révulsant alors que la force du coup s'enregistre. Il est envoyé voler vers l'arrière, s'écrasant violemment contre un arbre à proximité. L'impact est si violent que le tronc de l'arbre se brise en deux. Le mercenaire s'effondre au sol, gémissant de douleur, incapable de se relever. L'un des trafiquants est choqué de voir le géant vaincu avec un seul coup. Le chef du groupe se relève, maudissant les aventuriers de les avoir attaqués. Alors que les deux se préparent pour un autre combat, l'homme se rend, terrifié d'être vaincu. Plus tard, dans une auberge, la famille elfe sauvée exprime sa gratitude à Moran. La mère elfe dit qu'elle ne sait pas comment elle pourra jamais les remercier d'avoir sauvé leur vie. Dal répond qu'il ne pouvait pas ignorer son peuple et qu'il a simplement fait ce que tout le monde devrait faire. Il s'approche ensuite du chevalier et lui demande si tout a été réglé avec les gardes. L'elfe explique que les trafiquants ont été arrêtés, et même leurs proches sont impliqués. Juste à ce moment-là, la petite fille elfe tire sur la cape du protagoniste pour attirer son attention. Alors que notre héros se tourne, sa mère lui demande s'il est l'oncle qui les a sauvés. La petite fille sourit et dit que le chevalier était très cool, le remerciant pour le sauvetage. La famille dit ensuite au revoir, et la fille fait signe à l'oncle casqué et à son ami. Le protagoniste regarde en silence la famille partir, heureuse et en sécurité. Dahlia se tourne vers le héros, disant qu'il n'aurait jamais pensé dire ça à un humain. L'air très embarrassé, il le remercie d'avoir sauvé ses compagnons elfes. Il déteste l'admettre, mais c'est grâce à un humain qu'il a pu sauver son peuple. Mais ensuite, l'attitude de l'elfe change complètement, et il demande de l'argent à notre protagoniste. Le chevalier clarifie que si Dahlia est vraiment reconnaissant, il préférerait être payé en espèces. Il déclare que l'argent est plus fiable que les mots, ce qui semble dérouter l'elfe. Furieux, l'archer blond se plaint qu'il exprimait juste sa gratitude d'avoir été sauvé par un humain. Il lance ensuite un sac de pièces à Marin et lui dit de disparaître de sa vue. Dahlia le traite de cochon avide et déclare qu'il ne fera plus jamais confiance à un humain. Le lendemain, le protagoniste retourne à la guilde pour remettre les objets de sa mission. Il remet les sacs contenant des yeux de gremlin et d'autres matériaux collectés. La réceptionniste le félicite d'avoir réussi sa première mission. Elle félicite le chevalier pour avoir géré un travail aussi difficile si efficacement. La femme lui donne ensuite le paiement pour la mission, mais le montant semble très bas. Notre héros trouve la récompense petite, mais elle explique la raison de la déduction. Conformément au règlement de la guilde, sa dette impayée sera prélevée sur ses récompenses. Le chevalier est décontenancé, mais jure de tout rembourser dès que possible. Il décide ensuite de prendre une autre mission pour continuer à réduire son énorme dette. Il se dirige vers le tableau d'affichage pour chercher un nouvel emploi. Le protagoniste pense que si l'argent est important, il a envie de manger quelque chose de différent. Une mission se trouve dans le donjon de Stowe, mais il n'est rempli que de monstres de type roche. Une autre option est un campement ORC, et notre héros n'en a jamais vu auparavant. Il se demande quel est le goût de la viande d'ORC et si elle est similaire au porc. Soudain, il entend une voix familière et voit la fille qu'il a rencontrée dans la calèche. Elle demande ce qu'il fait là et s'il est devenu un aventurier comme elle. La femme plaisante en disant qu'elle pensait qu'il était décédé, et le chevalier a l'air embarrassé. Elle s'excuse, disant qu'elle s'est excitée en le revoyant et décide de présenter son équipe. Olga est la chef du groupe, et Ikat est la mage de l'équipe, qui accompagne Mickey. Elle présente Maren comme le mercenaire fort mais qui mange peu qu'elle a rencontré. La fille se vante que tous les trois forment une équipe depuis longtemps et qu'ils travaillent bien ensemble. Notre héros pense qu'une équipe de 2 archers et d'un mage est un peu instable. Elle explique qu'ils cherchent un tank depuis une semaine et qu'ils ne peuvent pas entrer dans les donjons sans un. Avec cela, elle tend la main et fait une proposition à notre protagoniste. Mickey l'invite à rejoindre leur équipe en tant que tank dont ils ont désespérément besoin. Le chevalier est laissé surpris et s'envoie par l'offre inattendue de la fille. La scène se coupe ensuite dans une forêt où le nouveau groupe chasse des orques. Un monstre vert géant attaque Mickey, mais elle parvient à esquiver le coup juste à temps. La bête se cabre pour frapper à nouveau, mais le protagoniste le bloque avec son bouclier. L'ORC rugit de douleur à cause de l'impact,
et le mage lance un sort d'explosion. La magie explose juste devant le visage du monstre, infligeant des dégâts massifs. La main de l'ORC tombe au sol, signalant la victoire de l'équipe sur son ennemi. Mickey célèbre leur synchronisation, notant qu'ils ont déjà vaincu 2 monstres aujourd'hui. Elle dit que depuis que Marraine a rejoint, leurs chasses sont devenues beaucoup plus faciles. Soudain, le groupe entend un étrange grondement, et Olga se demande si c'est un tremblement de terre. Mais ensuite, une horde d'orques furieux apparaît, chargeant droit sur eux. Mickey est terrifié par le nombre impressionnant de monstres, devinant qu'ils ont entendu les cris des autres. Sans avoir le temps de réfléchir, Olga crie à tout le monde de courir pour sauver leur vie. Mais Hécate trébuche et tombe, se faisant laisser pour compte alors que les autres fuient. Un ORC géant se rapproche de la mage tombée, levant sa massue pour attaquer. La fille est paralysée de peur, incapable de bouger ou de réagir. Ses yeux se remplissent de terreur alors qu'elle voit la massue du monstre s'abattre sur elle. Mais soudain, sa vision s'emplit de rouge, et la mage ne comprend pas ce qui vient de se passer. Le protagoniste est apparu, battant tous les orques en un instant pour la sauver. Les autres se précipitent et lui demandent si elle va bien, et la mage hoche la tête, soulagée. Olga est stupéfaite par la puissance du chevalier et se demande à quel point il est vraiment fort. Le dernier ORC encore debout se relève pour attaquer, mais est déjà criblé de flèches. Après avoir vaincu 10 monstres, le chef décide qu'il est temps de faire une courte pause. Il parle de la force incroyable de Marraine et de la façon dont il a sauvé Hécate des orques. La mage réalise alors qu'elle ne l'a pas remercié et cherche le chevalier qui l'a sauvé. Elle renifle l'air avec son nez de bête et capte une odeur très familière. Hécate note que ça sent la viande rôtie, ce que Mickey trouve étrange au milieu d'un donjon. Il trouve le protagoniste seul près d'un feu de camp, en train de faire rôtir quelque chose. Mickey plaisante en disant qu'il était la source de l'odeur et qu'il aurait dû leur dire. Mais ils sont horrifiés de voir que le chevalier cuisine de la viande d'ORC. Mickey crie en lui demandant ce qu'il fait puisque ça ne faisait pas partie de la mission. Le protagoniste avait préparé une délicieuse cuisse d'ORC grillée à goûter. Il s'attendait à ce que ce soit comme du porc, mais l'arôme ressemble plus à un mélange de bœuf et de porc. Sur ce, le chevalier prend une énorme bouchée de viande pour en découvrir la saveur. Il est étonné de constater que le goût de la viande est vraiment délicieux. À chaque bouchée, les jus explosent dans sa bouche et la saveur est parfaitement cuite. Ses amis regardent avec dégoût alors qu'il mange la viande de monstre avec un tel plaisir. Il pense que la prochaine fois, il l'assaisonnera avec du sel et du poivre pour la rendre encore meilleure. Avec une fourchette, le héros admire le steak d'ORC, pensant qu'il ne peut pas être mauvais. Il adore l'assaisonnement simple et l'arôme du poivre, qui se marient parfaitement. Olga et Mickey n'en reviennent pas qu'il apprécie réellement la nourriture. Mickey fait signe aux autres de s'éloigner du chevalier comme si elle avait peur de lui. Il pense que l'équipe est foutue, mais il se dit qu'il peut utiliser de la viande d'ORC dans d'autres recettes. Soudain, Olga l'appelle et pose une main sur son épaule pour lui parler. Il dit qu'il a entendu parler d'endroits où les gens mangent des monstres par nécessité. Mickey lui assure qu'ils ne le mettront pas à la porte simplement parce que ses goûts sont un peu inhabituels. Cette nuit-là, le groupe établit un campement et Olga dit à tout le monde d'aller dormir. Le lendemain, un ORC massif et gonflé apparaît soudainement devant l'équipe. Mais avec le protagoniste en première ligne, le groupe se prépare à se battre sans crainte. L'ORC géant charge avec sa massue en bois, prêt à écraser tout le monde. Mais notre héros se défend contre l'attaque avec son bouclier sans aucune difficulté. Avec la créature distraite, les archers tirent leurs flèches avec une précision mortelle. Plus tard, la mage regarde le protagoniste cuisiner avec un air dégoûté sur le visage. Soudain, le sol cède, et tout le groupe plonge dans une fosse inattendue. Autour du feu de camp, Olga demande pourquoi Marraine dort seule, et il répond que c'est plus facile. Mickey semble perdu dans ses pensées, et le type blond propose de prendre le premier quart de veille de la nuit. La mage le remercie et lui souhaite bonne nuit alors que la nuit s'installe pour dormir. Il commence à se détendre au son crépitant apaisant du feu de camp qui brûle toute la nuit. Pendant son sommeil, le protagoniste commence à rêver de souvenirs de son passé lointain. Dans son rêve, il voit son ancien groupe rire d'un prêtre qui aimait se battre. L'un d'eux demande à un autre pourquoi il est allé chercher du bois de chauffage alors que le feu était déjà allumé. Le héros se souvient avec tendresse du doux sourire de l'un de ses anciens amis. Soudain, une voix crie le nom complet de Marraine, le sortant de son sommeil. Il se redresse, confus, et voit toute son équipe se tenir au-dessus de lui, l'air sérieux. Le chevalier demande pourquoi tout le monde est réveillé alors que ce n'est pas son tour de veille. Une cape pointe alors une main brillante sur lui et dit à son compagnon de ne pas bouger. La mage avertit que son sort est prêt et qu'il ferait mieux de répondre à leurs questions. Pendant qu'il dormait, le groupe a utilisé une pierre d'évaluation pour connaître son niveau. Mickey le pointe alors du doigt, choqué, et exige de savoir ce qu'ils viennent de voir. L'écran révèle que le niveau et les statistiques de Marraine sont inconnus, et il porte le titre de tueur de parents. Face à cela, le protagoniste reste silencieux et n'a rien à dire sur la révélation. Le titre de tueur de parents est donné à ceux qui ont vaincu plus de 100 membres de leur propre race. Il augmente également la puissance d'attaque contre les individus de la même espèce de 5%. Mickey est horrifié et demande s'il a vraiment fait ça à plus de 100 personnes. Olga note qu'il n'a probablement pas de casier judiciaire,
mais c'est une affaire complètement différente. Ikat exige alors qu'il explique le titre et qu'il leur dise si c'est un malentendu. Mais le protagoniste reste silencieux, incapable de donner une réponse à son équipe. Ses compagnons insistent, lui demandant pourquoi il ne dit rien et s'il les a rejoints avec de mauvaises intentions. Le chevalier se détourne et s'excuse simplement, sans donner d'explication. En entendant cela, Olga dit qu'il ne peut pas ignorer cela, quelle que soit sa force ou son régime alimentaire. Le chef de groupe déclare qu'il ne peut plus faire confiance à quelqu'un avec un tel passé. À cause de cela, il décide qu'il veut que le protagoniste quitte le groupe immédiatement. Le chevalier comprend leur position et se lève pour partir sans causer plus de problèmes. Il rassemble ensuite ses affaires et se prépare à partir, laissant l'équipe derrière lui. La scène revient 100 ans en arrière dans la forêt de Turson, au sud. Nous voyons un gobelin aux yeux rouges, son visage tordu dans un masque de rage et de haine pure. Un jeune mérime aux cheveux roux combat deux monstres simultanément. Un archer de son ancien groupe célèbre alors que les gobelins tombent dans leur piège. Et avec un tir précis, elle tire ses flèches, frappant les deux monstres en même temps. Après la bataille, les corps des gobelins jonchent le sol de la forêt. Le chef du groupe sourit et demande si tout le monde va bien et si quelqu'un a été blessé. Elle félicite l'archer d'en avoir abattu deux à la fois, et la femme accepte le compliment. Un compagnon dit qu'il en reste 18, mais Maren le traite de bavard car il ne se bat pas. Le chef ignore leur chamaillerie à ASS comme s'il avait organisé la preuve, tuer les jetons. Elle appelle ensuite Charlotte, et le protagoniste dit qu'il est prêt à passer à autre chose. En traversant la forêt, le groupe se plaint de la réceptionniste et du manque de gobelins. Il pense que les monstres se sont cachés ou sont allés plus loin dans les bois. L'ami du héros plaisante, mais Maren se fige, sentant que quelque chose ne va pas. Il essaie d'attirer l'attention de ses compagnons, mais personne ne semble l'entendre. Soudain, toute son équipe se tourne vers lui, leurs yeux brillant d'un rouge vide. Terrifié, le jeune homme se retrouve entouré de regards lui demandant pourquoi il a fait ça. Une voix l'interroge alors, lui demandant pourquoi il était le seul à avoir survécu à l'attaque. Sur ce, le protagoniste se réveille de son cauchemar avec un cri effrayé. Assis sur son lit, la nuit est haletante et secouée par ce terrible souvenir. Il se lève et regarde par la fenêtre de l'auberge où il a passé la nuit seul. Du deuxième étage, notre héros observe l'activité dans le hall principal en bas. En descendant les escaliers, il remarque que tout le monde dans la taverne le regarde fixement. Les gens chuchotent entre eux, se demandant si c'est le type dont parlent les rumeurs. L'un d'eux dit que c'est le tueur qui s'attaque aux débutants et est choqué de le voir à la guilde. Le protagoniste se dit que les rumeurs se sont répandues et que les gens ont toujours tendance à exagérer. Il décide de les ignorer et se dirige vers le comptoir où la réceptionniste a quelque chose pour lui. La femme le félicite, annonçant qu'à partir d'aujourd'hui, il est promu au rang C. Repérant une quête de harpie, il imagine du poulet frit et pense qu'il aimerait l'essayer. Soudain, une voix le traite de cochon cupide, et le protagoniste se retourne surpris. C'était Dahlia, l'elfe qu'il avait rencontré auparavant, qui le salue d'un ton sarcastique. L'archer blond commente ensuite les rumeurs, mais notre héros l'ignore et prend la quête de la harpie. Irrité, Dahlia lui crie dessus, et soudain le chevalier voit une paire d'oreilles rouges apparaître. Une fille bête demande si c'est l'humain dont Dahlia parlait. Elle se tourne vers le protagoniste avec un sourire confiant et se met juste devant son visage. L'elfe la présente ensuite comme la chef du nouveau groupe qu'il vient de rejoindre. La femme se présente comme Imotard et dit qu'elle a entendu parler de lui, mais Dalio la coupe rapidement. Notre héros la jauge, pensant qu'elle ressemble à une artiste martiale d'après son équipement. Utilisant sa compétence d'évaluation, il découvre qu'elle est niveau 59 et que sa classe est prêtre. Le chevalier est stupéfait, se demandant s'il voit bien les choses parce que sa classe est prêtre. Imotard confirme fièrement sa classe, mais le protagoniste ne comprend toujours pas. Il pense que les prêtres sont des unités de soutien et qu'elles ne ressemblent en rien à une personne sainte. Dali explique qu'il cherchait un groupe non humain et qu'il est tombé sur un avis de recrutement. La femme dit qu'elle a entendu les rumeurs à la guilde, c'est pourquoi elle a fait cette suggestion à l'elfe. Amodar dit qu'elle l'a approuvé parce que même en tant qu'humain, il porte le titre de tueur de parents. Le protagoniste prétend qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle, et l'elfe ricane. Avec un sourire, la fille bête tend la main et invite l'humain à rejoindre leur groupe. Le chevalier est sceptique quant à l'offre, mais la femme lui demande s'il a d'autres choix. Notre héros regarde autour de lui et voit tout le monde dans la guilde chuchoter à son sujet. Sans autre option, il accepte de rejoindre le groupe temporairement pour la mission de la guilde. Amodar célèbre la décision de l'humain, et Dahlia sourit, satisfaite du résultat. La chef dit qu'ils vont tester ses compétences, et le chevalier demande où. Avec un regard déterminé, la fille répond que leur destination est évidente. Elle pointe vers la fiche de quête et crie qu'ils se dirigent maintenant vers le donjon des harpies. Dans le donjon, deux créatures aux yeux rouges volent vers eux en hurlant bruyamment. La nouvelle équipe se prépare au combat, et leur chef donne l'ordre d'abattre les créatures. Le protagoniste fait face aux monstres, pensant que les ennemis volants sont une plaie. Il se demande s'il peut les atteindre avec un saut, mais quelque chose le dépasse en trombe. Une flèche frappe une harpie, et Maren pense qu'avoir un archer facilite certainement les choses. Dahlia déclare qu'il ne laissera pas un humain voler sa proie et dit au héros de reculer.
L'autre créature hurle alors et plonge à grande vitesse pour attaquer le groupe. Imotard crie au chevalier de lever son bouclier et de se préparer à l'impact. La fille bête utilise ensuite son nouveau bouclier de compagnon comme un tremplin. Avec une puissante impulsion, notre héros la lance de toutes ses forces vers le monstre volant. En plein vol, la femme assène un puissant coup de poing en plein visage de la harpie volante. Le coup est si fort que le monstre est instantanément vaincu, et les deux atterrissent en toute sécurité. La fille félicite leur travail d'équipe, mais il lui demande de le prévenir la prochaine fois. Le protagoniste pense qu'avoir des compagnons pour se battre à ses côtés n'est finalement pas si mal. Ils ont déjà abattu 3 harpies, et leur chef décide qu'il est temps de faire une pause. Mais en nettoyant la zone, le chevalier remarque quelque chose d'étrange parmi les plumes. Soudain, une mignonne créature rose apparaît agrippant une plume de harpie. Dahlia le traite de pecno et lui demande s'il n'a jamais entendu parler de poupées vivantes. Il explique que ce sont des golems de compagnie alimentés par du mana, et celui-ci est une édition limitée. L'elfe félicite ensuite le petit golem pour avoir terminé sa tâche de nettoyage des plumes. L'archer blond ajoute qu'ils n'ont pas besoin de manger et peuvent même aider au combat. Amotard taquine Adaludot sur les choses mignonnes comme s'il s'agissait de vrais bébés. Remarquant le regard du protagoniste, l'elfe est déconcerté et un peu surpris. La chef crie que c'est un golem, et Maren n'est absolument pas autorisée à le manger. L'elfe commente qu'ils ont de la chance, ayant déjà attrapé près de la moitié des harpies. La femme demande ensuite à Dahlia pourquoi il a hésité à lui présenter l'humain. Soudain, la fille sent un délicieux parfum de poulet rôti provenant des environs. L'elfe remarque que Maren a disparu, et la chef s'énerve contre quiconque cuisine seule. Pendant ce temps, notre héros découpe la viande de harpie pour préparer son repas. Il l'a déjà assaisonnée avec du sel. Avec la poêle maintenant chaude, il est prêt à cuisiner. Le chevalier fait frire la viande, pensant que le crépitement de la cuisson ne vieillit jamais. Et avec une lueur divine, l'épaule de harpie frite est enfin prête. Le chevalier remarque qu'elle ressemble à du poulet et en prend une bouchée pour le découvrir. Mais en goûtant la nourriture, il est complètement époustouflé par une explosion de saveurs. Il note que la texture est comme du poulet, mais le goût est beaucoup plus intense et délicieux. Soudain, ses compagnons se précipitent, lui criant d'arrêter immédiatement. Le héros leur en offre, mais la fille crie qu'elle n'est pas fâchée parce qu'il a faim. La femme est exaspérée et l'elfe déclare que c'est la scène la plus horrible qu'il ait jamais vue. Il essaie d'expliquer que le visage d'une harpie n'est pas humain, mais ils ne veulent rien entendre. Dahlia est atterrée d'avoir vu une chose aussi cruelle, tandis que la chef du groupe commence à saliver. Ils restent tous les deux sans voix en regardant le plat, imprégné du merveilleux arôme de la viande. La fille bête est partagée, c'est un monstre, mais ça a l'air incroyablement délicieux. Elle refuse ensuite de regarder ce qu'elle considère comme un grand blasphème. Sur ce, le protagoniste lui offre un morceau, qu'elle refuse instantanément avec un air dégoûté. Il dit que c'est dommage car c'est très bon, et l'odeur la tente énormément. La femme perd le contrôle face à la tentation, et Dahlia essaie de la calmer avant qu'elle n'attaque. Elle crie à cause de l'odeur, et notre héros se souvient de l'autre plat qu'elle préparait. Il attrape alors l'autre casserole en disant qu'il l'a un peu trop cuite, mais que c'est prêt. Avec une lueur divine, la cuisse de harpie rôtie est enfin prête à être dégustée. Amotard est choqué qu'il veuille manger les pâtes, et il répond qu'il a toujours voulu les essayer. Ignorant son avis, le protagoniste prend une énorme bouchée de la pâte. Il adore la viande, qui est aussi douce et sucrée qu'un pudding, et déclare que c'est le bonheur à l'état pur. Le protagoniste pense que ce serait encore meilleur avec une sauce et décide de ramener le reste à la maison. Voyant cela, Dahlia se plaint qu'il ne puisse même pas se détendre avec la nuit qui arrive. Il demande ensuite ce que mange le héros, et l'homme lui offre un morceau. Soudain, l'elfe crie que les griffes sont empoisonnées, et le protagoniste s'effondre, paralysé. Désespéré, il dit à Imotard d'utiliser un sort de guérison sur cet idiot d'humain. Mais la fille dit qu'elle ne sait pas comment, affirmant qu'elle n'a jamais appris ce sort parce que c'est compliqué. Juste à ce moment-là, une autre harpie apparaît, attirée par le bruit, et l'elfe blâme la fille. Elle dit ensuite à l'elfe de se pousser de son chemin pour qu'elle puisse montrer un nouveau sort qu'elle a appris. Sur ce, la fille libère une boule de feu massive qui incinère tout sur son passage. Dahlia est dévastée. La magie a touché son golem, qu'elle ne possédait même pas depuis une semaine complète. Une fois la poussière retombée, seule la fille reste debout tandis que les autres sont au sol. Furieux, l'elfe l'attrape, se plaignant de son précieux golem qui a été détruit. Elle s'excuse et il dit qu'il n'oubliera jamais ça alors que le héros réfléchit au chaos. De retour à la guilde, la réceptionniste accepte les objets de la mission avec un sourire. La chef du groupe lui demande de se débarrasser de la viande de harpie qu'ils ont rapportée. L'elfe se plaint que la journée a été éprouvante mentalement, et la fille propose de lui procurer un nouveau golem. Soudain, le chevalier apparaît avec les griffes du monstre, effrayant la femme. Elle lui demande pourquoi il les a apportés, et il répond que ce serait du gaspillage de les laisser. La fille lui dit de les mettre dans son inventaire, mais le protagoniste ne sait pas ce que c'est. Il se souvient alors qu'il a quelque chose comme ça et ouvre immédiatement son écran d'inventaire. L'écran affiche 30 emplacements de stockage, et il dit qu'il l'avait complètement oublié. Le protagoniste se rend compte qu'il a porté des choses lourdes sans raison, ce qui explique les regards.
Il met une main sur sa tête, pensant qu'il n'arrive pas à croire qu'il ait oublié quelque chose d'aussi élémentaire. Inquiète pour son état mental, il est interrompu par Amodar qui l'appelle par son nom. Elle lui demande ce qu'il a pensé de la mission, en disant qu'ils travaillent bien ensemble, et il est simplement d'accord. Sur ce, la chef lui tend la main et l'invite à rejoindre officiellement leur groupe. Le chevalier lui serre la main, et elle se réjouit qu'il soit désormais une véritable équipe. Il pense qu'il vaut mieux avoir des alliés que de partir en mission seul. Alors, le protagoniste accepte finalement, et la fille se réjouit avec un cri de joie. La chef dit qu'elle va les enregistrer en tant que groupe officiel et s'en va en courant. Notre héros pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais maintenant ils sont officiellement des compagnons. Dahlia le corrige, disant qu'elle compte sur lui pour le reste de sa courte vie humaine. Le chevalier pense alors à Charlotte et dit qu'il compte aussi sur elle. Il reste silencieux un instant avant de saluer officiellement ses nouveaux coéquipiers. La fille revient avec enthousiasme, annonçant que l'inscription du groupe est terminée. Elle montre le papier avec le nom de l'équipe, et ils sont tous les deux choqués par ce qu'ils lisent. Avec un immense sourire, la chef annonce que le nom du groupe est « l'équipe désordonnée ». L'elfe s'énerve, demandant pourquoi elle les inscrirait avec un nom aussi ridicule. Elle explique qu'elle a entendu l'humain marmonner ce mot et a décidé de l'utiliser. Elle dit qu'elle aimait le son et que ça parlait à son cœur d'une manière ou d'une autre. L'elfe continue de protester, mais la chef insiste sur le fait qu'elle ne pouvait penser à aucun autre nom. Désespéré, l'archer blond déplore le fait que toutes ses futures réalisations seront liées à ce nom. Le protagoniste ignore leur dispute et décide de retourner dans sa chambre pour manger la viande. La fille l'appelle, lui demandant où il va, mais il dit juste qu'il va dans sa chambre. Sur ce, la chef décide d'organiser une fête de bienvenue pour le nouveau membre du groupe. Plus tard, dans une taverne, l'équipe porte un toast au succès de la mission et à leur nouveau membre. Amatar dit à tout le monde de manger et de boire à leur faim car le chevalier est encore jeune. Dahlia n'a toujours pas accepté le nom, mais la fille dit qu'il est déjà enregistré et qu'il ne peut pas être changé. L'elfe s'agace, mais notre héros se contente de regarder la nourriture délicieuse sur la table. Il reste assis en silence à observer le festin, incapable d'en manger, mais il décide quand même d'en prendre une bouchée, ne voulant pas être impoli envers ses amis. Dahlia se plaint du goût de la nourriture, tandis que le chevalier la trouve aussi affreuse que jamais. La chef change alors de sujet, disant qu'elle a quelque chose à discuter avec le protagoniste. Complètement ivre, elle révèle que l'objectif du groupe est d'atteindre le rang A. Notre héros demande pourquoi, et elle explique qu'ils ont chacun leur propre raison. Il est expliqué que les aventuriers peuvent progresser en passant des examens de promotion. Pour atteindre le rang A, il faut être reconnu par la guilde pour sa force et ses réalisations. Et le contenu de l'examen de promotion est un mystère pour presque tous les aventuriers. La fille commence alors à parler de ses motivations, mais le chevalier semble distrait. Imotar révèle que ses jeunes frères et sœurs sont toujours réduits en esclavage, ayant été capturés par des humains. Un homme a promis que si elle réunissait l'argent dans les 3 ans, il les libérerait. Elle explique que le seul moyen de les libérer est de payer pour acheter leur liberté. Le protagoniste est confus par le mot « révolution » et ne comprend pas ce qu'il signifie. Les deux autres sont choqués, lui demandant s'il n'est pas au courant d'un événement majeur aussi récent. Dahlia décide alors d'expliquer cet événement important en termes simples. Il raconte que pendant des siècles, les humains ont asservi d'autres races pour diverses raisons. Sa propre famille faisait partie de ceux qui ont été capturés et exploités par les humains. Ils étaient enfermés dans des prisons pour empêcher toute évasion et utilisés pour satisfaire des désirs égoïstes. Beaucoup de sa race se sont consumés dans ces cellules sombres, perdant à la fois le corps et l'esprit, et tous ceux qui ont tenté de s'échapper et ont été attrapés ont connu une fin terrible et cruelle. Lassés de la tyrannie, de nombreuses races se sont unies pour former une alliance contre les humains. Cela a marqué le début de la révolution que les humains ont appelée la guerre des races. Ils ont présenté plusieurs revendications aux humains, dont l'une était l'abolition de l'esclavage. L'Alliance a déclaré la guerre totale si ces revendications n'étaient pas satisfaites. Finalement, les humains ont accepté les conditions et ont signé un traité de paix entre les races. Avec cela, des races autrefois cachées ont commencé à émerger, et il est maintenant courant de les voir. Dahlia explique que c'est grâce à ce traité qu'ils sont autorisés à être des aventuriers. C'est pourquoi elle est devenue une aventurière, pour gagner de l'argent rapidement et libérer sa famille. Le chevalier se tourne alors vers l'elfe et s'enquiert de sa propre situation. Dahlia révèle que son but est de devenir l'aîné de la forêt où il a grandi. Sa famille protège la forêt depuis des générations, mais le rôle est imposé à chaque enfant. Même si sa sœur aînée déteste l'idée, tout le monde fait pression sur elle pour qu'elle prenne le poste. L'archer blond serre alors le poing, déclarant qu'il est plus capable de protéger la forêt. Le conseil a décidé que s'il peut prouver sa valeur, ils lui permettront de devenir l'aîné. Pour cette raison, devenir un aventurier de rang A est une étape nécessaire vers son objectif plus grand. Le protagoniste pense que tout le monde ici a une raison désespérée de se battre et de réussir. L'elfe dit qu'il serait heureux qu'ils se joignent à eux dans leur objectif également. Le chef du groupe demande alors si l'humain a un but qu'il souhaite atteindre. Le chevalier se souvient de l'arbre dans le cimetière et de son propre passé perdu. Ses compagnons remarquent son silence et lui disent qu'il n'est pas obligé d'en parler si c'est trop difficile.
Mais notre héros serre le poing et dit que c'était peut-être son but depuis le début. Avec une ferme résolution, le protagoniste révèle qu'il y a un dragon qu'il a l'intention de vaincre. Les deux autres sont stupéfaits par cette révélation et lui demandent s'il a vraiment dit dragon. Il précise alors que c'est le même qui a attaqué Doroma et réduit le village en cendres. Le chevalier dit que quand il le trouvera, il y a quelque chose qu'il doit absolument faire. Ses amis se taisent, et notre héros pense qu'ils doivent supposer qu'il plaisante. Mais soudain, l'elfe sourit et dit que les ambitions de l'humain sont encore plus grandes que les leurs. La fille plaisante, lui demandant s'il a l'intention de manger le dragon et le qualifie de complètement fou. En entendant cela, l'elfe ajoute que monter en grade est également son objectif pour avoir accès à plus d'informations. Avec leurs objectifs alignés, les trois trinquent et décident de faire de leur mieux ensemble. Le lendemain, le soleil brille sur la ville alors que la nouvelle équipe se prépare à démarrer. Le protagoniste décide d'y aller doucement et de préparer un repas copieux pour tout le monde. Cependant, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'argent après avoir payé sa chambre à l'auberge. Même si l'huile de cuisson est chère, il décide de chauffer la poêle pour commencer à cuisiner. Il utilise ensuite sa compétence de stockage pour récupérer la viande qu'il avait gardée. Une lumière bleue brille dans sa main lorsqu'il accède à son inventaire personnel. Il est surpris de voir que la viande crue est parfaitement conservée à l'intérieur. Le chevalier réalise que son inventaire est l'espace de stockage alimentaire idéal pour lui. La première chose qu'il fait est de fouetter les œufs pour préparer la pâte. Ensuite, il enrobe soigneusement les morceaux de viande et de chapelure. Puis il dépose la viande dans l'huile chaude, et le son grésillant remplit la cuisine. Notre héros sourit, pensant que le son de la nourriture qui frit est quelque chose dont il ne se lassera jamais. Il retourne les morceaux pour éviter qu'ils ne brûlent et les fait frire une deuxième fois pour qu'ils soient dorés. Et avec une lueur divine, les cuisses de harpie frites sont enfin prêtes. Il pense que pour une première tentative, le plat s'est très bien avéré et se prépare à une dégustation. Le chevalier prend alors une énorme bouchée de la cuisse frite qu'il vient de préparer. L'enrobage croustillant et la viande juteuse créent la combinaison parfaite pour lui. Il trouve la saveur semblable à celle d'un crabe charnu et l'adore absolument. Plus il mange, plus il en veut, et il est content d'en avoir fait assez pour tout le monde. Soudain, il entend la voix de Dahlia l'appeler et frapper à sa porte. L'elfe se plaint qu'il est déjà midi et dit à l'humain d'ouvrir la porte. Le protagoniste l'ouvre, et l'archer blond lui demande pourquoi il porte son casque à l'intérieur de sa chambre. Dahlia dit qu'il a quelque chose d'urgent à discuter, mais le chevalier était en plein milieu d'un repas. L'elfe révèle alors qu'il semble y avoir un problème grave avec leur chef de groupe. Notre héros l'invite à entrer et lui demande ce qui s'est passé et si c'est important. En voyant l'assiette de nourriture, l'archer blond panique, lui demandant s'il cuisine encore. Mais il reprend son calme, disant que la fille est la priorité en ce moment, pas la nourriture. L'elfe demande alors au chevalier de garder le secret et lui demande d'emprunter de l'argent. Le protagoniste est confus, n'ayant aucune idée de ce qui se passe. Avec une aura sombre, notre héros dit qu'il ne veut pas l'entendre et dit à l'elfe de partir. Il avertit que si la raison n'est pas assez bonne, il le mettra immédiatement à la porte. Avec une expression sérieuse, Dahlia révèle qu'Imitar a été trompé par son maître humain. Il lui rappelle qu'elle économisait de l'argent pour libérer ses frères et sœurs de l'esclavage. La raison de la pause du groupe était pour elle de leur rendre visite, mais quelque chose a mal tourné. Il s'avère que le maître n'a pas tenu sa promesse et préparait ses frères et sœurs pour une vente aux enchères. L'elfe croit que l'humain avait tout prévu juste pour jouer avec les émotions de la jeune fille. Quand elle l'a supplié d'arrêter, il a dit qu'il l'annulerait si elle le payait dans les 5 jours. Le prix était de 10 pièces d'or par personne, ce qui fait 20 pièces d'or au total. Convertissant cela dans son ancienne monnaie, le chevalier calcule le montant scandaleux de la rançon. Il calcule que 20 pièces d'or équivalent à peu près à 2 millions de yens. L'elfe explique que la fière jeune fille l'a supplié de sauver ses frères et sœurs. Alors le protagoniste demande s'il est venu collecter l'argent au nom du chef. L'archer blond jure alors sur son nom qu'il remboursera chaque pièce jusqu'à la dernière, mais le chevalier refuse, déclarant qu'il n'a aucune raison de lui faire confiance, ni l'argent. Dahlia s'inquiète, lui rappelant que ses frères et sœurs ne sont que de petits enfants. Notre héros reconnaît la manipulation émotionnelle, mais l'elfe prétend qu'il ne fait que constater des faits. Le chevalier demande ce qu'il retire du prêt d'argent, et l'elfe blond n'a pas de réponse. L'elfe n'a aucun moyen de garantir le remboursement, et le protagoniste devient pensif. Acculé, l'elfe blond serre le poing, se demandant si c'est sa seule option. Soudain, il appelle l'humain et se penche pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Il demande si le chevalier possède le vent, un attribut parmi ses affinités. On explique que l'affinité élémentaire détermine l'élément pour lequel une personne est la mieux adaptée. La magie utilisée avec son affinité consomme moins de mana et est plus puissante. Cette affinité est déterminée à la naissance, et la plupart des gens naissent avec une seule. Cependant, certains génies naissent avec 2 ou plus et deviennent de grands mages. Avec un regard déterminé, l'elfe fait une proposition à notre protagoniste. Il promet de lui accorder la bénédiction de l'esprit de l'attribut du vent s'il l'aide. Notre héros se demande comment quelqu'un peut simplement donner un attribut, et l'elfe s'agace. Désespéré, Dalius jure sur le nom de sa forêt et demande s'il le croit maintenant. Avec Azé, le protagoniste accepte le marché et se lève pour mettre le plan en marche.
Il lui dit alors qu'il devrait y aller, et l'elfe semble quelque peu soulagé par sa décision. Les deux quittent l'auberge et commencent à marcher dans les rues de la ville le matin. L'elfe blond demande alors comment ils vont obtenir autant d'argent si rapidement. Notre héros révèle son plan de chasser dans un donjon de haut niveau et de vendre les butins. Dahlia est choquée car la guilde interdit strictement d'entrer dans des donjons au-dessus de son rang. Le chevalier dit qu'il est au courant de la règle, mais c'est le seul moyen d'obtenir l'argent à temps. La guilde punit sévèrement les contrevenants avec des amendes et des suspensions de mission. Tout aventurier pris pourrait même perdre sa licence et ne plus jamais travailler. De plus, le chevalier souligne que ces donjons sont loin et prendraient du temps à atteindre. L'aller-retour seul pourrait prendre jusqu'à 4 jours, ce qui est trop long pour eux. Il demande alors comment l'elfe prévoyait d'obtenir l'argent pour aider leur ami. L'elfe blond dit qu'il allait utiliser ses économies, et notre héros demande s'il en a. Il demande ensuite si Maren a des économies de côté pour une urgence. L'elfe suggère qu'il vende quelque chose, mais notre héros se souvient qu'il ne possède rien de valeur. Il ouvre alors son inventaire, à la recherche de quelque chose qu'il pourrait éventuellement vendre. Parmi ces objets, il trouve une paire de boucles d'oreilles qui pourrait être sa seule option. Les deux conviennent alors de mettre en commun ce qu'ils peuvent et de se retrouver plus tard pour trouver une solution. La scène se déplace en fin d'après-midi, le ciel orange, les feuilles tombent des arbres. On voit une silhouette encapuchonnée marcher dans une ruelle sombre et abandonnée de la ville. La personne mystérieuse se cache derrière des caisses, regardant dans une boutique faiblement éclairée. Le propriétaire demande ce que la personne veut, et elle s'approche du comptoir en silence. La silhouette dit qu'elle a quelque chose à vendre, et l'homme répond qu'il achète un peu de tout. Sur ce, le protagoniste place la paire de boucles d'oreilles qu'il a trouvée dans son inventaire sur le comptoir. L'homme est surpris et dit qu'il devrait vendre quelque chose comme ça dans une bijouterie. Mais soudain, le marchand reconnaît le bijou et est complètement abasourdi. Il crie que ce sont les fragments des Pléiades, un objet rare et pratiquement impossible à obtenir. Le chevalier explique qu'un ancien compagnon lui a offert les boucles d'oreilles en cadeau. Dans un manoir luxueux, un homme se prépare à rencontrer son prisonnier. Il la trouve en train d'essayer de se calmer et se moque de sa tentative de lui résister. L'homme dit que son cerveau bestial a finalement compris que se défendre est inutile. Il lui rappelle que les 3 dernières années n'étaient qu'un caprice et lui demande si elle a apprécié sa liberté. Avec un regard haineux, la fille dit qu'elle veut le mettre en pièces. Soudain, elle entend une voix familière l'appeler par son nom et se tourne vers la porte. Le chef de groupe est surpris d'entendre la voix de son ami l'appeler. À ce moment-là, Dahlia et Maren entrent dans la pièce, et la fille est soulagée de les voir. Elle demande pourquoi l'elfe a emmené l'humain avec lui, et il explique que Maren l'a aidé. L'elfe blond dit qu'il expliquera plus tard, mais pour l'instant, l'argent est ce qui compte. Notre héros se présente et dit qu'ils sont venus payer la rançon pour ses frères et sœurs. La fille est choquée, pensant à la façon dont elle a accepté de l'aide même s'ils sont dans la même équipe. Le maître se moque, se demandant si des aventuriers de Rance pourraient vraiment acquérir autant d'argent. Mais il est stupéfait de voir que les 20 pièces d'or sont toutes authentiques. La fille exige que l'homme libère ses frères et sœurs, et il se contente de sourire malicieusement. Le maître prétend que le contrat stipulait qu'elle devait gagner l'argent par elle-même. Le chef de groupe est sans voix face à l'audace de l'homme et à l'échappatoire ridicule. Dahlia se fâche, déclarant que, selon la loi, l'argent de la famille doit être accepté. Acculé, le maître ordonne à ses hommes d'amener les esclaves dans leurs documents d'identité. La fille pense que sans l'elfe, elle serait complètement à la merci de cet homme. Le maître serviteur revient alors avec les 2 jeunes frères et sœurs de l'aventurier. Les 2 enfants timides entrent dans la pièce, et la fille se précipite pour les embrasser. Elle les serre fort dans ses bras, leur demandant s'ils vont bien, et ils acquiescent doucement. Les larmes aux yeux, la sœur aînée s'excuse d'avoir mis si longtemps à les sauver. Le protagoniste observe la scène et remarque que les enfants sont extrêmement maigres. En colère, le chevalier serre le poing, furieux qu'ils aient laissé les enfants avoir faim. Le serviteur remet alors les documents d'identité originaux des esclaves au maître. L'homme dit qu'il se débarrasse d'eux et que leur marché est maintenant conclu. La fille utilise alors sa magie pour incinérer les papiers et libérer ses frères et sœurs. Avec une lueur ardente dans les yeux, elle brûle à jamais les documents de servitude. Le maître dit que ses frères et sœurs sont peut-être libres, mais elle est toujours son esclave. Avec un sourire sombre, il menace le groupe, et notre héros se place devant la fille. Le protagoniste déclare qu'ils vont également acheter la liberté du chef de groupe. Tout le monde est choqué par l'action du chevalier, sa proposition inattendue. La fille proteste qu'elle n'a pas besoin de son aide et qu'elle peut s'occuper d'elle-même. Mais notre héros l'ignore et demande au maître le prix de sa liberté. L'homme rit et s'excuse, disant que malheureusement, elle n'est pas à vendre. Il explique qu'elle est déjà inscrite à la vente aux enchères d'aujourd'hui, et il ne peut pas l'annuler. Le chevalier renonce alors au marché, et le maître dit qu'il peut toujours l'acheter. L'homme suggère qu'il participe à la vente aux enchères et fasse une offre pour la jeune fille. Le chef de groupe est confus, disant que personne n'a jamais mentionné qu'elle serait vendue aux enchères. Dahlia crie au maître, l'accusant de mentir éhontément. Avec un sourire narquois, l'homme déclare que la vente d'esclaves est son droit légitime. L'elfe s'énerve et le traite de fripouille, mais le protagoniste le calme. Il dit à l'archer blond qu'il est infantile et qu'il doit utiliser davantage sa tête.
Notre héros explique que la vente aux enchères n'est qu'un mensonge destiné à tourmenter la jeune fille. Il déclare donc qu'ils vont l'acheter aux enchères, ce qui surprend la femme. Le chevalier lui demande d'attendre, lui assurant qu'il a un plan. Il se tourne vers le maître et dit que chaque enfant a besoin d'un tuteur. Il se souvient d'une femme s'occupant avec amour des enfants dans un orphelinat, puis il se souvient d'un homme posant une main réconfortante sur la tête d'un enfant. Le protagoniste s'approche ensuite d'elle et lui dit que cela s'applique aussi à elle. Il se souvient de la religieuse disant que chaque enfant mérite une protection et a une raison de vivre. Notre héros lui dit qu'elle est la seule à pouvoir assurer la sécurité des enfants et qu'elle doit s'occuper d'eux. Il lui rappelle que sauver ses frères et sœurs n'est pas la fin de l'histoire. Elle ne peut pas les laisser seuls. Les larmes aux yeux, la jeune fille accepte, disant qu'elle va donner une chance à son plan. Elle l'avertit que s'il ne fait que parler et finit par perdre, elle ne lui pardonnera jamais. Dahlia lui dit de faire confiance au plan et qu'ils la reverront plus tard à la vente aux enchères. Après leur départ, le maître se tourne vers la jeune fille avec une expression sombre. Il se moque d'elle, lui demandant si elle pense vraiment que ces deux-là peuvent la libérer. La chef de groupe regarde l'homme avec haine, serrant ses frères et sœurs dans ses bras. Le maître l'attrape alors par le cou, disant qu'il n'a pas l'intention de la vendre aux enchères. Avec un sourire malicieux, il lui dit qu'elle ne peut pas s'échapper et qu'elle reviendra vers lui en rampant. Mais la jeune fille se contente de le regarder avec un regard défiant et plein d'espoir. L'homme ordonne alors à ses serviteurs de préparer l'équipe de soutien des marchands. Cette nuit-là, la vente aux enchères commence, la lumière du manoir brillant dans l'obscurité de la ville. Le premier objet est un esclave criminel avec une mise à prix de 4 pièces d'or. Le protagoniste et l'elfe regardent la vente aux enchères en silence, attendant le bon moment. Dahlia mentionne que le prix moyen pour un homme bête est de 8 à 9 pièces d'or. Notre héros reste plongé dans ses pensées alors que la vente aux enchères de l'esclave humain se poursuit. Le commissaire-priseur annonce ensuite le prochain article, une femme loue de la lointaine frontière. Et avec un projecteur sur la scène, l'esclave gladiateur Imotard est présenté à la foule. Sur scène, la jeune fille se dit que le maître a dû faire une sale combine. Elle serre les poings, sachant qu'elle doit avertir ses amis mais qu'elle est impuissante à le faire. Le commissaire-priseur annonce qu'elle est jeune et plus résistante que n'importe quel humain. Le maître sourit avec satisfaction en regardant son esclave être finalement vendu aux enchères. Il se moque en pensant que les aventuriers ont déjà dépensé leur argent et ne peuvent pas l'aider. Avec un sourire malicieux, il les traite de morveux et doute qu'ils puissent un jour se l'offrir. Soudain, un homme dans le public se tourne et dit qu'il ne les laissera pas gagner. Le commissaire-priseur annonce alors la mise à prix de 6 pièces d'or et 30 pièces d'argent. Le même homme qu'avant lève sa palette, faisant la première offre de la vente aux enchères. Notre héros est agacé que l'homme ait été plus rapide et ait fait une offre avant lui. Soudain, un autre homme crie une offre de 20 pièces d'or, choquant toute la salle. La jeune fille est stupéfaite par le montant, pensant qu'il ne pourrait jamais se permettre autant. Elle désespère alors que le commissaire-priseur demande s'il y a des offres supérieures à 20. Dahlia panique, le prix moyen était bien inférieur, et les enchères ont grimpé trop vite. Le protagoniste lève alors sa palette et offre 21 pièces d'or. Le commissaire-priseur demande la limite d'enchères, et l'homme explique les règles de la vente. Sur ce, le chevalier lève à nouveau sa palette et offre 50 pièces d'or. L'elfe est choqué, lui demandant comment il a autant d'argent alors qu'il a dit qu'il n'en avait que 10. Le maître est abasourdi par l'offre, incapable de croire qu'ils avaient ce genre d'argent. Le commissaire-priseur est également stupéfait car 50 pièces d'or est l'offre maximale possible. Les gens dans le public murmurent, doutant qu'ils puissent réellement payer un prix aussi élevé. Le commissaire-priseur déclare que la politique de la maison exige un paiement immédiat et intégral en espèces. L'elfe devient désespéré, demandant où va le chevalier au milieu de la vente aux enchères. Le protagoniste monte alors sur scène, et le commissaire-priseur le supplie de s'arrêter. Avec une lumière dorée, notre héros s'approche de la jeune fille, agenouillée sur la scène. La chef de groupe est étonnée de voir des pièces d'or pleuvoir autour d'elle. Le chevalier utilise alors sa compétence, versant une montagne d'or sur la scène. Avec un regard sérieux, il demande si c'est un paiement suffisant pour elle. Le maître est incrédule, incapable de comprendre comment un aventurier de rang a autant d'or. Un énorme tas de pièces d'or se forme sur la scène, laissant la jeune fille sans voix. Le commissaire-priseur crie alors que l'esclave a été vendu, et la jeune fille est en état de choc. Plus tard dans la nuit, les frères et sœurs sont réunis dans une chambre de l'auberge. Les deux enfants courent embrasser leur sœur aînée, qui les attend. Les larmes aux yeux, la jeune fille dit qu'elle est si heureuse qu'il soit enfin en sécurité. L'elfe demande pourquoi le chevalier n'a pas mentionné qu'il avait autant d'argent caché. Dahlia sourit, disant qu'il est juste content que tout se soit bien terminé. Le protagoniste se tourne alors pour partir, mais la chef de groupe l'interpelle. L'air extrêmement embarrassé, la jeune fille le remercie d'avoir sauvé sa vie et celle de ses frères et sœurs. Elle dit qu'il a sauvé sa famille, et elle ne sait pas comment elle pourra jamais le rembourser. Soudain, l'un des enfants sent de la viande, et notre héros les invite à manger. La jeune fille demande à l'elfe comment ils peuvent bien remercier le chevalier pour son aide. Il répond que le héros n'a aidé que parce qu'il les considère comme ses coéquipiers. Soudain, la chef détecte une odeur grasse provenant du protagoniste et trouve cela étrange. L'archer blond comprend instantanément et,
avec une expression de panique, dit au chevalier de s'arrêter. Il se précipite pour arrêter son ami, mais il est déjà trop tard. Notre héros se retourne, confus, tenant une assiette de nourriture à la main. L'un des frères de la jeune fille prend alors un morceau de poulet frit que le chevalier a préparé. Les enfants adorent ça, ils disent que c'est la meilleure chose qu'ils aient jamais mangée. Dahlia crie, exigeant de savoir ce qu'il donne à manger aux enfants. Le chef dit que le poulet frit, ça va, vu qu'ils ont un estomac en béton. Elle explique qu'ils peuvent manger à peu près n'importe quoi tant que ce n'est pas toxique. Mais elle demande ensuite de quel genre de poulet il s'agit, et notre héros répond. Il lui dit que c'est de la viande de harpie, et la fille panique de ce qu'elle a donné à ses frères et sœurs. Elle essaie de leur faire recracher, mais ils insistent que c'est trop bon. N'ayant pas d'autre choix, la sœur aînée prend un morceau et se prépare à le goûter elle-même. La fille est stupéfaite de voir à quel point c'est bon et se demande si elle rêve. Avec un regard partagé, elle se prépare à manger un autre morceau de viande. Elle se dit que si elle s'évanouit, les enfants vont avoir peur et arrêter de manger. Dégoûtée, la chef dit qu'elle préférerait être vaincue plutôt que de manger un monstre dégoûtant. Néanmoins, elle ferme les yeux et prend une grande bouchée du poulet de harpie. Alors qu'elle goûte à la nourriture, elle est complètement choquée par cette saveur incroyable. Dali demande ce qui ne va pas alors qu'elle commence soudainement à trembler de façon incontrôlable. Il s'inquiète, demandant si elle a été empoisonnée comme le protagoniste l'avait été auparavant. Mais la fille crie que la saveur est incroyable, et ses frères et sœurs en redemandent. Elle dit qu'elle n'a jamais goûté une viande aussi tendre et juteuse de toute sa vie. Le chevalier sourit et dit que c'est bon, et elle hoche la tête, embarrassée. La chef d'équipe insiste que ce n'est pas bon et qu'elle n'oubliera jamais cette humiliation. Notre héros se tourne alors vers l'elfe et lui rappelle la dette qu'il doit encore. Il exige 90% de ses gains jusqu'à ce que les 70 pièces d'or soient remboursées. L'archer blonde craque et le traite de sale fripouille sans cœur pour avoir exigé autant. L'affaire étant réglée, Dahlia donne à son ami la récompense qu'il avait promise. Cette nuit-là, ils vont tous les deux dans une forêt, et le chevalier demande pourquoi. L'elfe explique qu'il est difficile d'effectuer le rituel dans cette ville, c'est pourquoi ils sont venus ici. Il demande ensuite au protagoniste d'enlever ses gants afin que la bénédiction puisse fonctionner. Notre héros obtempère, enlevant ses épais gantelets pour recevoir le pouvoir de l'esprit. Il est expliqué que les elfes naissent avec la bénédiction d'un esprit, qui définit leur affinité. Cet esprit reste avec eux toute leur vie et peut accorder sa bénédiction à un autre. Mais même s'il s'agit de leur propre esprit, la bénédiction ne peut être donnée qu'une seule fois dans une vie. Dahlia dit que le chevalier est son sauveur et qu'il a réalisé son souhait plus de 2 fois. Sur ce, l'elfe invoque l'esprit du vent pour accorder sa bénédiction au héros. Soudain, une rafale de vent enveloppe le protagoniste, et il en ressent la puissance. Il ne peut pas le voir, mais il sent la puissance de l'esprit qui coule dans sa main. Dali explique que les humains volaient autrefois ces bénédictions en utilisant la douleur comme appât. Le chevalier écoute en silence la triste histoire du peuple de son ami. L'elfe dit qu'ils ont de longs souvenirs, c'est pourquoi tant de personnes souffrent encore du traumatisme. Avec l'aura verte, le protagoniste ressent la puissance de la bénédiction dans ses mains. Mais l'archer blond déclare qu'il méprise les humains qui causent tant de souffrance. Avec une lueur dans les yeux, il transfère la bénédiction de l'esprit à la nuit. Notre héros reçoit alors la puissance du vent dans une explosion d'énergie qui le frappe. Son écran de statut se met à jour, indiquant qu'il a acquis une affinité pour l'attribut du vent. Dahlia précise qu'il déteste toujours les humains et que la bénédiction ne change rien entre eux. Il dit que ce n'est pas parce qu'il a donné la bénédiction qu'il a pardonné à l'humanité. Le lendemain, le groupe se réunit à la guilde pour commencer son nouveau voyage. Leur chef leur fait signe avec enthousiasme, disant que le chevalier est enfin arrivé pour la mission. Elle explique qu'ils ont trouvé une babysitter non humaine pour ses frères et sœurs. La jeune fille célèbre son premier jour en tant que citoyenne libre et elle est extrêmement excitée. Avec un sourire, elle leur montre la nouvelle quête qu'elle a trouvée pour la grotte de cristal. L'elfe est surpris car la mission est située dans un marais boueux et dangereux. Le protagoniste lit des informations sur le monstre et se demande si la boue a bon goût. Voyant la réaction de son ami, l'archer blond se demande s'il a réellement l'intention de manger de la boue. L'elfe demande si elle a vérifié la présence d'autres monstres, et leur chef dit qu'elle expliquera en chemin. Elle mentionne qu'après la mission, elle doit trouver un endroit où elle et ses frères et sœurs pourront vivre. Arrivé à la station de calèche, le groupe trouve un véhicule de luxe et est perplexe. La fille dit que ce n'est pas celle qu'elle a appelée et qu'elle n'a pas les moyens de se la payer. Soudain, une silhouette en armure squelettique apparaît et les salue tous. Une voix familière émerge de la calèche, et l'ancien maître de la jeune fille se révèle. La chef d'équipe reconnaît la voix et est choquée de voir son ancien maître ici. L'homme sort avec un sourire, disant qu'il ne voulait pas arriver si tard. Le chevalier demande ce qu'il veut, et l'homme répond qu'elle lui manque. Avec un regard malicieux, il dit qu'il est là pour leur faire une proposition. Il suggère ensuite qu'ils échangent à nouveau l'esclave, ce qui surprend le héros. Le chevalier se tourne vers lui et commence à trembler de rage face à cette proposition absurde. L'elfe panique, disant que l'affaire est déjà réglée et que l'accord a été finalisé. Le maître ricane, disant à la fille de ne pas lui faire un regard aussi laid. Il les avertit que ses gardes sont tous les deux au-dessus du niveau 60 et qu'ils ne peuvent pas les arrêter.
Le protagoniste s'avance alors et s'adresse à l'homme en prononçant son nom complet. Le maître offre 100 pièces d'or pour récupérer l'esclave, mais notre héros refuse. L'homme est choqué par le refus et ne comprend pas ce qui se passe. L'elfe est enragé par l'audace du maître, le qualifiant de parfait méchant. Sur ce, le maître offre 150 pièces, mais le chevalier refuse à nouveau. Emotar s'avance, criant que le héros ne la vendrait pas pour 100 millions d'or. L'homme ricane et augmente l'offre à 200 pièces d'or, toujours confiant qu'il réussira. Dahlia devient désespéré face à l'offre et dit au chevalier d'arrêter même d'y penser. Soudain, l'homme qui s'est occupé des documents déclare que Maron se moquait de lui. Il précise ensuite que les documents ont été détruits, faisant de la jeune fille une personne libre. Notre héros l'avertit que s'il lui manque de respect à nouveau, les choses ne se termineront pas bien pour lui. Plein de haine, le maître les traite de pathétiques pour avoir agi avec tant de bravoure et d'amitié. Il dit alors qu'il pensait pouvoir régler ça avec de l'argent, mais qu'il n'abandonnera pas. L'elfe la tire en arrière, déclarant qu'il devra l'emmener de force s'il la veut. Mais soudain, le maître reçoit un puissant coup de poing au visage et est projeté en arrière. Emador dit qu'elle ne pouvait plus l'écouter et qu'elle devait y mettre fin. Rayonnant d'une aura rouge, la jeune fille crie qu'elle n'est plus son esclave et exige son respect. L'un des chevaliers squelettiques se prépare à attaquer la jeune fille pour son insolence, mais le protagoniste l'arrête, l'avertissant de ne pas dégainer son épée si imprudemment. D'un mouvement rapide, notre héros plaque le chevalier squelettique au sol avec une force immense. L'autre garde est irrité par cela et prépare son arc pour attaquer notre héros. Le protagoniste se penche alors et ramasse une petite pierre du sol pour se défendre. Il lance alors la pierre avec une telle force qu'elle fend l'air comme une lame tranchante. Le garde est touché de plein fouet, crachant quelque chose avant de s'effondrer vaincu. Le maître demande alors à connaître son niveau, et Maren révèle qu'il est de 95. La jeune fille est choquée d'apprendre que le protagoniste est de niveau 95, et l'elfe est tout aussi surpris. Avec un sourire narquois, la jeune fille saisit le maître, disant qu'ils n'en ont pas encore fini. Soudain, un cri de douleur résonne dans la rue alors que le passage à tabac de l'homme continue. L'elfe l'avertit alors qu'ils seront en retard pour leur calèche et qu'ils doivent partir bientôt. Avec un sourire, la jeune fille dit qu'elle a terminé son travail et que l'homme est maintenant inconscient. Elle s'étire avec satisfaction et lui dit de ne plus jamais montrer son visage dans les environs. Le maître allongé sur le sol menace de leur faire regretter cela quand il en informera la guilde des marchands. Avec une aura sombre, le chevalier dit que les rumeurs à son sujet rendent déjà difficile la recherche d'un groupe. Il avertit alors qu'écraser une guilde de marchands est beaucoup plus facile que de trouver une nouvelle équipe. Sur ce, le protagoniste donne un coup de pied puissant, brisant quelque chose avec une grande force. La calèche de l'homme explose en 1000 morceaux, le laissant stupéfait par la destruction. Notre héros l'avertit alors de connaître sa place et que ce n'était qu'un petit avertissement. La scène se déplace ensuite vers la grotte de cristal, où des cristaux violets brillent tout autour. À l'intérieur, l'elfe crie que les monstres sont faibles au feu et dit à quelqu'un d'allumer une torche. La jeune fille a alors une idée, et Dahlia panique, la suppliant d'arrêter immédiatement. Mais c'est trop tard. Emotor libère une boule de feu massive qui incinère tout sur son passage. L'elfe se plaint qu'elle doit pratiquer cette compétence, mais la jeune fille rit simplement, disant qu'elle n'a pas eu le temps. Plus tard, le protagoniste prépare un repas qui a l'air plutôt dégoûtant et étrange. Ses amis lui demandent s'il va vraiment manger ça, et l'elfe remarque que ça a l'air beaucoup trop dégoûtant. Le chevalier porte la cuillère à son casque et remarque que la nourriture n'a aucune odeur. Il se dit alors que le goût doit être différent de la terre et essaie la nourriture étrange. Le goût est horrible, et il trouve que la texture est la pire de toutes, comme de l'argile mélangée à du chewing-gum. Sur ce, le chevalier décide de manger le reste du poulet harpie frit qu'il avait gardé. Soudain, la jeune fille l'appelle, le remerciant d'avoir sauvé sa famille de l'esclavage. Notre héros dit qu'elle n'a pas besoin de le rembourser puisqu'elle a des frères et sœurs à nourrir, mais elle est toujours inquiète. Elle demande comment il a fait pour avoir autant d'argent et s'il s'est impliqué dans quelque chose de dangereux. Notre protagoniste le nie, disant que ce n'était rien de tel que ce qu'elle imagine. Il révèle qu'il a vendu un souvenir d'un ancien compagnon, ce qui choque la jeune fille. Elle s'inquiète car même si elle le rembourse, il ne pourra jamais récupérer cet objet. Avec un regard déterminé, la femme fait face au chevalier, qui lui dit que tout va bien maintenant. Notre héros explique qu'ils sont ses compagnons, et que la façon de le rembourser est de rester avec le groupe. L'elfe est d'accord, ajoutant que c'est bien de l'avoir comme chef, ce qui fait rougir la jeune fille. Emotar dit qu'elle fera de son mieux et demande ensuite la bénédiction que l'elfe lui a donnée. Dali explique que ce n'était pas un cadeau, mais plutôt un paiement pour un contrat entre eux. La jeune fille demande pourquoi il donnerait la bénédiction à un humain dont il n'a même jamais vu le vrai visage. Elle se faufile alors derrière lui et essaie de jeter un coup d'œil sous le casque de notre héros. La femme demande s'il a une cicatrice, mais l'elfe la gronde pour être trop curieuse. L'archer blonde dit que son ami se cache trop et devrait essayer de s'ouvrir un peu plus. Notre protagoniste reste silencieux, semblant réfléchir aux conseils de son ami. Soudain, un éclat apparaît sur son casque comme s'il était sur le point de faire quelque chose. De nulle part, un monstre attaque, frappant le protagoniste avec ses cristaux violets acérés. Ses compagnons sont choqués et figés,
incapable de réagir à l'attaque inattendue de la créature. La bête est un lézard avec une queue de cristal qui brille dans l'obscurité de la grotte. Mais la créature est frappée à l'œil et hurle de douleur à cause du coup direct. La jeune fille saute alors sur le monstre pour en finir une fois pour toutes. Après avoir vaincu la bête, elle se tourne avec inquiétude et demande si Maren va bien. L'elfe est également choqué et demande au chevalier de lever la tête pour qu'il puisse voir. Le héros serre son visage dans ses mains, et Dahlia crie qu'il y a des éclats de cristal dans l'œil de son ami. Avec sa main sur son casque, le protagoniste réalise qu'il a été touché et sent la piqûre de la coupure. Il dit que sa vision est bonne, mais l'archer blonde crie qu'il saigne abondamment. Sur ce, la jeune fille lui ordonne d'enlever immédiatement son casque pour qu'il puisse voir la blessure. Elle dit que si son œil est blessé, ils doivent retourner au temple tout de suite. Soudain, le protagoniste se souvient de deux aventuriers criant de peur d'un monstre. Dans sa mémoire, il voit l'un de ses anciens compagnons courir désespérément à travers une forêt. De retour dans le présent, le chevalier crie à personne de le toucher, laissant ses amis confus. L'elfe demande alors s'il refuse vraiment de leur montrer son visage, quoi qu'il arrive. Avec ses mains sur son casque, le protagoniste répond oui, ayant l'air profondément troublé par la situation. Il commence alors à paniquer, les suppliant d'arrêter et de ne pas regarder son visage. Ses amis insistent sur le fait qu'ils doivent vérifier la blessure avant de pouvoir la traiter correctement. Mais notre héros maintient qu'il va bien et que sa vision est parfaitement normale. Le protagoniste souligne qu'ils connaissent son niveau, et qu'un monstre de niveau 30 ne pourrait pas le blesser sérieusement. Il leur assure alors qu'il va vraiment bien et qu'il continue la mission. Ses compagnons le regardent avec des expressions sérieuses, n'ayant pas l'air convaincus. L'elfe cède, lui disant de ne pas en faire trop, et la jeune fille s'excuse d'avoir essayé de lui enlever son casque. Le chevalier s'excuse alors également de leur avoir crié dessus comme ça. De retour à la guilde, la mission est marquée comme terminée, et l'équipe reçoit son paiement. La réceptionniste demande s'il s'est passé quelque chose, et la jeune fille le nie nerveusement. Elle s'approche de lui et lui demande s'il est sûr qu'il n'a pas besoin d'aller au temple pour se soigner. Sur ce, l'elfe suggère qu'il prenne un jour de congé pour se reposer. Soudain, un aventurier se précipite dans la guilde, criant qu'il y a une urgence. Il court vers une fille et lui demande ce qui cause toute cette agitation. La femme révèle qu'un nouveau donjon est apparu dans la région forestière près de la capitale. Elle crie que l'endroit s'appelle le Jardin des Fleurs des Dryades, et notre héros devient pensif. Ses amis pensent qu'il vaut mieux laisser les autres équipes s'en occuper et retourner à l'auberge. Mais le protagoniste annonce qu'ils participeront également à la subjugation, choquant tout le monde. Il révèle ensuite qu'il a autre chose en tête qui est bien plus important pour le moment. La scène se déplace ensuite vers une forêt verdoyante sous un ciel bleu clair par une journée ensoleillée. Plusieurs équipes sont rassemblées pour recevoir des instructions de la guilde concernant la nouvelle mission. Deux aventuriers mentionnent que la première personne à avoir trouvé le donjon a été vaincue et qu'il a deux boss. En apprenant qu'il s'agit de dryades, le chevalier commence immédiatement à penser à comment cuisiner ces monstres à base de plantes. La fille l'avertit que s'ils mangent devant tout le monde, la réputation de leur groupe sera ruinée. Il dit ensuite que puisque les elfes sont végétariens, il préparera un plat spécial juste pour Dahlia. L'un des organisateurs de la mission confirme que la rumeur concernant deux boss est vraie. Soudain, un chevalier en armure dorée déclare qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il se présente comme Encorman, le premier héros, et garantit la sécurité de l'opération. L'elfe s'énerve alors, demandant comment Maren ne sait même pas ce qu'est un héros de nos jours. Il explique que c'est le titre donné à ceux qui combattent le roi démon et ses sbires. Cependant, certaines personnes craignent l'apparition de héros en raison de leur immense pouvoir. Leur présence peut être considérée comme un mauvais présage, annonçant la résurrection du grand roi démon. À cause de cela, ils reçoivent un traitement spécial et sont généralement bien considérés par tout le monde. Le protagoniste utilise une compétence d'évaluation et voit que le héros détient plusieurs titres de défrichage de donjons. Dahlia révèle qu'il a déjà vu un héros, mais sur les 5 qui ont été trouvés, il n'en reste que 3. Le deuxième a été éliminé, et le quatrième a été vaincu par un monstre dans une forêt sombre. Notre protagoniste reste silencieux, semblant se souvenir de quelque chose d'important. Soudain, un essaim d'abeilles géantes vole vers les aventuriers pour attaquer. L'elfe se préparait, avec son arc et sa flèche, vise précisément les créatures volantes. Avec un tir parfait, il frappe les monstres avec ses flèches d'énergie verdoyante. La fille rejoint également la mêlée, abattant l'une des abeilles avec un coup de poing puissant. Le chevalier entre en action, abattant les ennemis d'un coup rapide de son épée. Deux spectateurs commentent que l'équipe désordonnée est assez forte et compétente. La fille rit que le nom de leur groupe se répand, et l'elfe lui dit de se concentrer. Le plan est que le héros et l'équipe de Rambé s'occupent des boss pendant que les autres fournissent un soutien. Soudain, l'un des boss dryades, niveau 58, apparaît devant eux. L'équipe de Rambé semble avoir du mal, et l'un d'eux se plaint qu'il se ridiculise. Le héros entre alors dans le combat pour retenir le monstre, leur demandant de l'occuper pendant un moment. Avec son épée brillante, le jeune homme blond se prépare à porter le coup de grâce. D'un coup puissant, il tranche le monstre en deux, vainquant le premier boss du donjon. Les autres aventuriers sont stupéfaits par le pouvoir du héros et le félicitent pour la victoire.
Avec un sourire confiant, le jeune homme se vante de sa force et de sa récente victoire. Mais soudain, l'autre boss dryade pousse un rugissement furieux à la défaite de son partenaire. Les aventuriers se demandent pourquoi la créature est si bruyante mais n'y prêtent pas beaucoup d'attention. La créature se transforme alors en une forme beaucoup plus sombre et plus puissante qu'auparavant. Le monstre attaque sans avertissement, attrapant l'une des aventurières, qui crie à l'aide. Le protagoniste se rend compte qu'il y a une astuce, le donjon a plusieurs boss qui doivent être combattus. Il comprend alors que les deux boss doivent être vaincus en même temps pour remporter la victoire. La créature évolue en Tyrone, ses niveaux atteignant 70 et semant la peur dans tout le monde. Son compagnon elfe demande ce qu'il voit, alors que notre héros crie à tout le monde de reculer immédiatement. À ce moment-là, le héros est également déconcerté, déclarant que le monstre est maintenant bien au-delà de leurs capacités. Il décide de leur faire gagner du temps, exhortant les autres aventuriers à fuir aussi vite qu'ils le peuvent. Mais les vignes de la bête enserrent les autres, et le guerrier blond les traite de nuisances complètes pour cela. Il est révélé qu'il a précédemment acheté des informations à la guilde des voleurs au sujet de ce nouveau donjon. Il avoue avoir menti exprès, reprochant aux autres de lui avoir fait aveuglément confiance sans vérifier par eux-mêmes. Sans se soucier de leur sort, il se dirige vers la monstruosité avec un sourire narquois sur le visage. Le jeune homme se prépare au combat, déclarant qu'il est temps d'en finir comme un vrai héros. Mais sans avertissement, le monstre lance une malédiction l'empêchant d'utiliser ses compétences pendant 10 minutes. Étonné, il se demande ce qui se passe car il n'avait rien entendu parler d'une capacité de malédiction. Sur ce, la créature le projette en l'air avec une force immense, ne laissant aucune place à la défense. Ensuite, le monstre l'écrase au sol avec un coup dévastateur. Pris dans les vignes, l'homme blond lutte pour se libérer, pensant qu'il a juste besoin de les couper pour s'échapper. Saisissant l'opportunité, la bête charge pour frapper le héros immobilisé. Il reçoit un coup direct et crie, ses yeux devenant blancs à cause de la force de l'impact. Témoin de la défaite du héros, les autres aventuriers paniquent et commencent à se retirer. Notre protagoniste se rend compte que si cela continue, beaucoup d'autres tomberont. Il regarde la créature poursuivre les autres et se prépare à enfin entrer dans la mêlée. Alors que son épée commence à briller, le chevalier se demande jusqu'à quel point il devrait se retenir. Notre héros affronte la créature colossale, se demandant s'il doit se retenir même un peu. Se jetant en avant, il porte un coup rapide et précis, tranchant le monstre avec sa lame brillante. Cette attaque est si puissante qu'une vague d'énergie bleue anéantit les environs. De nombreux arbres sont coupés en deux et s'effondrent, montrant la puissance brute de la frappe. Après que la poussière soit retombée, un écran de notification se matérialise devant notre héros. Son message annonce qu'il a acquis le titre de conquérant du jardin de la Dryade. Ses amis se précipitent sous le choc, tandis que le chevalier réfléchit au nouveau titre qu'il vient de gagner. La fille le félicite pour l'incroyable exploit, mais l'elfe murmure qu'il ne faisait que frimer. Notre protagoniste se sent un peu mal à l'aise face à la réaction, ne sachant pas quoi dire à son ami. Les autres aventuriers s'approchent, le remerciant d'avoir sauvé toute leur vie. Ils le qualifient d'incroyable pour avoir vaincu un boss que même le héros n'a pas pu gérer. Mais un instant plus tard, il commence à chuchoter au sujet des rumeurs selon lesquelles il mange des monstres. Entendant leur conversation, ses compagnons fusillent le groupe du regard, rempli de colère. La jeune fille s'indigne de leur ingratitude, tandis que l'elfe s'écrie si c'est dans la nature humaine de rendre la gentillesse par la méchanceté. Elle lui dit de se perdre, et Dahlia lui demande d'apporter du sel pour conjurer le mauvais sort. Pendant ce temps, l'un des aventuriers s'approche pour aider le héros déchu. Le guerrier blond est furieux, incapable de comprendre comment un rance lui a volé son titre de conquérant. Rempli de haine, le héros jure qu'il n'oubliera jamais le nom de Marraine Glace pour ça. De retour en ville, le groupe s'enregistre dans une auberge pour un repos long et bien mérité. À l'intérieur, notre protagoniste commence à préparer la fleur de dryade qu'il a récupérée dans le donjon. Il commence à trancher délicatement la fleur, en faisant attention de ne pas endommager le noyau à l'intérieur. Avec un couteau, le chevalier extrait habilement le cœur du monstre pour la cuisine. Ces noyaux ont la taille d'un poing et ressemblent à une variété sauvage de châtaignes. Sur le chemin du retour, ils avaient rencontré un ENT et ramassé les châtaignes qu'ils portaient. Pour les préparer, il enlève d'abord les coquilles extérieures dures, puis les fait bouillir dans de l'eau chaude pour les ramollir. Les châtaignes épluchées mijotent dans une casserole, entourée d'eau bouillonnante. Pendant qu'elles cuisent, le protagoniste combine de l'eau et du sucre dans une casserole séparée pour le sirop. Il porte ensuite le mélange à ébullition, le laissant réduire en un sirop épais et riche. Une fois que les châtaignes sont tendres, il les ajoute au sirop de sucre, en les enrobant complètement. À l'aide d'une cuillère, notre héros verse plus de sirop sur le dessus, en s'assurant que chacune est bien recouverte. Après qu'elle soit entièrement enrobée, il couvre la casserole, laissant la douce gâterie reposer. Il laisse refroidir les châtaignes et répète ce processus entier 3 fois pour obtenir la saveur parfaite. Et avec un éclat divin, notre héros, ENT Meringue Glaça, est enfin complet. Le chevalier admire le brillant glaçage au sucre, satisfait du résultat final. Sans hésiter, il lève une des châtaignes géantes à son casque pour la goûter. En la goûtant, il est complètement stupéfait par l'explosion de saveur dans sa bouche.
Le sirop offre une douceur profonde et complexe, que la châtaigne tendre à pleinement absorber. Il pense immédiatement qu'une chose aussi délicieuse ne devrait pas être mangée seule et décide de partager. L'elfe grommelle mais accepte de goûter, vu que son ami l'a fait si tard et insistait. Avec une expression réticente, Dahlia prend une grosse bouchée de la châtaigne. En goûtant la gâterie, l'elfe est complètement déconcerté par l'explosion de saveurs. Il n'arrive pas à croire qu'un fruit de monstre puisse être si doux et moelleux, avec un sirop parfaitement complémentaire. Notre héros demande si c'est bon, mais un Dahlia embarrassé prétend qu'il n'est tout simplement pas habitué aux sucreries. Il demande le nom du plat, et le chevalier répond que cela s'appelle Marraine Glaki. Dahlia trouve étrange qu'il nomme la sucrerie d'après lui, mais Marraine précise que c'est l'inverse et demande s'il l'a apprécié. L'elfe explique que son maître lui a appris à réprimer son appétit, limitant même de simples gâteries comme les fraises. Il mentionne qu'elle était une personne très sévère et qu'elle est toujours la capitaine de la garde forestière. Instantanément, le protagoniste saisit son poignet, prononçant le nom de son maître, Rose. Il la décrit ensuite parfaitement comme une elfe aux cheveux roses qui manie une lance et a un attribut d'eau. L'elfe est stupéfait par cette révélation et exige de savoir comment le chevalier pouvait savoir tout cela. Au lieu de répondre, notre héros demande s'ils peuvent se rendre dans sa forêt dès le lendemain. La scène se déplace vers la vaste forêt d'Azura sur le continent central, abritant des arbres colossaux. Notre héros voyage à travers les bois, apparemment à la recherche de quelqu'un qu'il connaissait il y a longtemps. Il se souvient que le maître de Dahlia était le meilleur ami d'un mage de son ancienne équipe d'aventuriers. Il se souvient d'une mission avec une elfe maniant une lance, un spectacle très rare. Le chevalier trouve incroyable que la même elfe soit le maître de son nouveau compagnon. Il se demande si elle se souviendrait même de lui après si longtemps. Soudain, il aperçoit une elfe aux cheveux roses et est choqué de la reconnaître. La femme se tourne vers lui, la lance à la main, et le fixe d'un regard sérieux. Elle note son apparence, et le chevalier demande si elle le cherchait dans ses bois. D'un ton autoritaire, l'elfe ordonne à l'humain de dire son nom immédiatement. Le protagoniste se présente comme marraine, mais se corrige rapidement, disant non. Il révèle ensuite son vrai nom, Charlotte, et salue son ancienne connaissance, Rose. Un sourire touche le visage de l'elfe comme si elle se souvenait du nom de son vieil ami. Elle rit, disant que cela fait longtemps que personne ne l'a appelé par ce nom. Rose demande comment il va, et le chevalier ressent une vague de soulagement qu'elle se souvienne. Mais en un instant, elle le charge avec sa lance, exigeant de savoir qui il est vraiment. Elle l'accuse d'usurper l'identité d'un vieil ami pour la tromper dans la forêt. L'elfe explique que Charlotte était humaine et que 100 ans se sont écoulés depuis leur dernière rencontre. Avec un regard d'acier, elle dit que s'il est vraiment Charlotte, il doit lui dire comment elle l'appelait. Notre héros marque une pause pendant un moment, semblant chercher dans sa mémoire le surnom. Dans un flashback, un jeune homme aux cheveux roux appelle le chevalier Monsieur Charlotte. Le jeune homme propose d'être le porteur de bouclier de l'équipe, notant que quelqu'un d'aussi compétent est une rareté. Mais notre héros refuse catégoriquement l'offre, bien que le jeune homme continue d'insister. Le jeune homme blond persiste, et le chevalier lui lance un regard sévère. Juste à ce moment-là, l'elfe se joint à la conversation, suggérant qu'il pourrait rencontrer d'autres races s'il se joignait à eux. Là-dessus, le jeune homme blond l'invite à rencontrer son meilleur ami, un elfe de la forêt. Il présente ensuite le chevalier à son ami, Rose, Monsieur Charlotte. L'elfe semble irrité par l'obsession humaine pour son espèce, trouvant cela incroyable. De retour dans le présent, le chevalier se prépare à répondre aux défis de son ami. Dans un souvenir, le chevalier et l'elfe se serrent la main et se présentent. Elle trouve le nom Charlotte trop long et chic, décidant qu'elle l'appellera autrement. De retour dans le présent, notre protagoniste révèle qu'elle l'appelait Char, et l'elfe est visiblement choqué. Elle se demande s'il est vraiment Charlotte, la voix et l'apparence identiques, et pourtant il n'a pas vieilli. Le chevalier ajoute qu'il avait environ 15 ans lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois il y a si longtemps. Il se souvient même qu'elle avait un ami mage qui détestait ses sucreries et qu'elle avait l'habitude de recevoir des lettres. Un peu penaud, il lui demande de l'arrêter, sentant qu'il a prouvé plus qu'assez. L'elfe l'étudie avec une expression sérieuse, semblant convaincu par son histoire. Elle pense que son ton innocent est exactement le même. C'est vraiment Char, mais elle ne comprend pas comment. Sur ce, Rose est enfin convaincue qu'il est son vieil ami revenu après un siècle. Elle lui dit ensuite de la suivre, expliquant qu'il y a quelque chose d'important qu'elle doit vérifier. Plus tard, à l'intérieur de la cabane de l'elfe, le reflet du casque de notre héros brille dans un verre. Elle s'excuse de n'avoir rien à servir, mais il lui assure que cela n'a pas d'importance. Le chevalier lui demande si elle vit seule, et Rose explique que cela simplifie son devoir de garde de la forêt. Il remarque qu'elle n'a pas vieilli d'un jour en 100 ans, ce qui l'incite à lui demander pourquoi il porte un casque. Notre protagoniste répond qu'il a ses raisons, sans donner plus d'explications. Sur ce, l'elfe lui demande de voir sa main, dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Alors qu'elle la tient, elle réalise qu'il n'a pas vieilli non plus. Le temps s'est arrêté pour lui. Il demande ensuite si leur ami, Carlos, est également vivant et jeune comme lui. Avec un regard triste, l'elfe révèle que non seulement Carlos, mais tout le monde a disparu, elle est la seule survivante du groupe. Le chevalier comprend, notant qu'après un siècle,
tous les humains seraient naturellement décédés. L'elfe avoue qu'honnêtement, elle supposait que tous ses anciens amis étaient partis depuis longtemps. Elle explique qu'après être devenue aventurière, son seul contact avec Carlos se faisait par lettres. Mais ensuite, les réponses ont cessé, et elle n'a plus eu de nouvelles de lui depuis 20 ans. Suite à cela, son groupe, Romancha, a disparu sans laisser de traces. Rose dit que même si la disparition de mercenaires n'était pas rare, c'était une nouvelle importante pour une équipe aussi forte que la leur. Elle ne pouvait pas l'accepter et garder espoir d'avoir des nouvelles, mais trop de temps s'est écoulé. Pour cette raison, elle est plus étonnée qu'heureuse et demande comment il a vécu sans vieillir. Notre protagoniste prononce son nom, se préparant à dire toute la vérité à son ancienne amie. Il lui rappelle l'objet rare qu'elle a acquis la dernière fois qu'ils ont fait la fête ensemble. C'était le livre de compétences d'arachnophobie, qu'ils ont obtenu de la reine araignée, Regina Rana. Rose se souvient qu'il était le seul estimateur de leur groupe et qu'il a identifié l'objet pour elle. Plaçant une main sur sa poitrine, le chevalier déclare que cet objet est précisément la raison pour laquelle il est encore en vie, et avec une expression sombre, il révèle que c'est aussi la raison pour laquelle ses anciens compagnons ont disparu. La scène revient 100 ans en arrière dans une forêt verdoyante sous un soleil couchant. L'ancien groupe du protagoniste fait face à une horde de gobelins aux yeux rouges furieux. Le chevalier se défend avec son bouclier alors que les monstres affluent pour attaquer. Ses compagnons sont surpris par les créatures, se demandant ce qu'elles sont. Le chef de leur groupe ordonne à Charlotte de tenir la ligne de front pendant que les autres attaquent. Notre protagoniste plante fermement son bouclier, protégeant tout le monde de l'assaut des gobelins. L'archer du groupe décoche une flèche brillante, se préparant à lancer une attaque de grande envergure. Suite à cela, une pluie de lumière descend sur les monstres, en éliminant plusieurs à la fois. Le chef appelle Carlos, et le mage confirme qu'il est prêt à lancer son sort de feu. Un mur de flammes massif incinère les gobelins, qui hurlent à cause de l'attaque intense. Une fois la poussière retombée, les corps des monstres jonchent le sol et le chevalier sent que quelque chose ne va pas. L'archer se plaint que leur client a menti, car la zone regorge de monstres étranges. L'un d'eux suggère de battre en retraite, mais le chef insiste sur le fait que ce n'est pas une blague, concluant que leurs informations étaient erronées. Avec un regard sombre et inquiet, un autre compagnon convient que la situation est désespérée. Soudain, une silhouette encapuchonnée apparaît, se plaignant qu'ils ont détruit ses créations. L'archer tressaillit et le chevalier s'avance pour la protéger de la mystérieuse silhouette. Le chef note que quelque chose est étrange chez elle et dit à tout le monde de se tenir prêt à se battre. Elle s'identifie comme une aventurière et déclare la forêt interdite aux étrangers. La silhouette déclare qu'il l'irrite, et le groupe est horrifié de réaliser qu'ils étaient des cobayes. Brandissant une griffe acérée, la personne affirme qu'ils ont interrompu son rituel sacré de la forêt. Alors qu'elle rejette la capuche, une créature couverte d'écailles de lézard est révélée au groupe. Le chevalier s'interroge sur sa race, sentant que quelque chose ne va pas. Il utilise rapidement sa compétence d'évaluation et est horrifié de découvrir que la créature appartient à la race des dragons. Sans hésiter, notre protagoniste se jette devant ses amis pour les protéger. La scène revient au présent avec le chevalier et Rose dans sa cabane forestière. Il est perdu dans ses souvenirs et prononce soudainement le nom complet de son ami tombé au combat. De retour dans le combat, le chevalier est envoyé voler dans un arbre par le puissant coup de la créature. Il s'affaisse au sol, blessé, alors que ses compagnons crient son nom avec inquiétude. Le dragon se moque, déclarant qu'elle les utilisera comme offrande pour son rituel sacré. Le chef ordonne à tout le monde de se préparer au combat, disant à demi de soigner Charlotte. Avec un sourire narquois, la créature dit que même les insectes méritent de savoir qui les écrase. Elle se présente ensuite comme le dragon doré, le sommet de l'intelligence draconique. Le mage est terrifié par cela, et le chef avertit tout le monde d'être vigilant car elle est incroyablement puissante. Carlos réalise qu'ils doivent fuir et décide d'utiliser un sort pour l'aveugler, leur faisant gagner du temps. Mais en un instant, une griffe transperce sa poitrine, et le mage s'effondre. L'archer crie le nom de son ami alors que le dragon se moque d'un humain qui ose utiliser la magie sur elle. Enragée, la jeune femme tire une flèche vers la bête pour venger son ami. Mais le dragon esquive sans effort et contre-attaque avec une frappe mortelle, la terrassant instantanément. Le chef du groupe est sous le choc, incapable de voir ou même d'entendre l'attaque de la créature. Elle saisit enfin à quel point un dragon peut être puissant et l'immense danger auquel ils sont confrontés. Avec des yeux grands ouverts et terrifiés, le chef désespère, se demandant ce qu'il pourrait bien faire. Elle jette un coup d'œil à ses camarades tombés au combat, voyant qu'ils peuvent à peine tenir le coup. Le chef pense que le soin de zone d'effet de Demian pourrait les sauver, mais il aurait besoin de temps. Sur ce, le prêtre du groupe décide d'attirer l'attention du dragon pour créer une ouverture. Leur chef se tourne vers la créature, lui demandant ce qu'un dragon fait dans un endroit comme celui-ci. Avec un regard malveillant, le dragon révèle son seul désir, la résurrection du roi démon. Elle explique qu'en tant que dragon doré, elle a reçu une révélation sur l'avenir du monde. Pour purifier le monde, la fléau connue sous le nom d'humanité doit être complètement éradiquée. Mais un être s'en est rendu compte avant elle, le roi démon, qui a consacré sa vie à cette cause. Le dragon avoue qu'elle est tombée amoureuse de cet homme puissant et qu'elle sera sa reine à son retour. Avec des yeux brillants,
Elle se proclame le dragon doré qui est tombé amoureuse du roi démon. Elle s'est ensuite présentée comme le dragon fou sauveur et prépare un assaut total. Le prêtre pense qu'elle est complètement folle, mais son bavardage leur a donné le temps dont ils avaient besoin. Il est sur le point de lancer la zone de soins, prévoyant d'attraper tout le monde pour faire une évasion sûre. Mais sans avertissement, le dragon apparaît et le frappe, sa griffe perçant sa poitrine. Le chef crie son nom alors que la créature se moque de lui pour avoir pensé qu'elle ne verrait pas à travers leur ruse. Furieuse, la guerrière charge avec son épée, visant à frapper le dragon et à venger son ami. Utilisant l'une de ses griffes, la créature invoque une lame d'énergie violette pour se défendre. D'un seul mouvement rapide, elle vainc le chef, qui s'effondre au sol, incapable de se battre. Le dragon rit, disant qu'ils tombent comme des insectes, et menace de les utiliser comme prochain sujet de test. Notre protagoniste sait qu'ils ne peuvent pas gagner, tout le monde sera éliminé s'il ne fait rien. Mais il se souvient alors du livre de compétences, pensant qu'il pourrait l'utiliser pour créer une opportunité. Une lueur rouge apparaît dans ses yeux alors que le chevalier active la compétence Eryxnophobie. Un message l'informe alors que le debuff d'assimilation s'active dans son corps. Mais un instant plus tard, le message change, indiquant que le debuff a été dissipé avec succès. Sur ce, notre protagoniste se demande ce qui vient de se passer et pourquoi il ne s'est pas transformé en monstre. Le héros est horrifié de voir un bras sectionné sur le sol, confus par ce qui s'est passé. Il se demande ce qu'il voit et pourquoi le ciel diurne est soudainement devenu une nuit de pleine lune. Tout à coup, il aperçoit un crâne suspendu à une patte d'araignée géante et recule de peur. Les yeux remplis de terreur, le jeune homme tourne la tête dans un état de panique totale. Il réalise alors l'horrible vérité. Il s'est transformé en un monstre, moitié homme et moitié araignée géante. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.